Eh ben, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Là, ça a été n'importe quoi toute l'après-midi, donc on va reparler d'un sujet sérieux. On va parler de la Palestine, on va parler d'antifascisme, d'anti-impérialisme. On va parler aussi d'une maison d'édition, premier matin de novembre. On va parler de tout ça. Pour ce faire, j'ai tout d'abord Tom Martin. Bonjour. Salut Tom. Salut. Toi, tu vas parler plus spécifiquement du livre. Rien n'est plus précieux que la liberté. Ouais. Des textes autour de la révolution palestinienne, autour de Georges Habash. C'est tous les textes, tous les textes sont de Georges Habash. Ouais, c'est ça. D'accord. Il me semble qu'il y a une interview. Il y a des entretiens, Ouais, il y a des textes politiques à lui. Il revient sur certaines actions. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Ensuite, il y a Asia. Asia, bonsoir Asia, tu es l'éditrice. Tu es la chef c'est ça. de La chef, Premier Matin de Novembre. On est co-directeur avec vous êtes Hugo. vous deux, d'accord. Absolument, on est co-directeur. Ok. Donc Et- Asia et Hugo. Je vous en ai déjà parlé, les gens. On en avait parlé aussi avec Praxis de la guérilla urbaine. Voilà. Il y a aussi, j'en ai pas encore parlé parce que je vais faire une petite vidéo, le livre sur Amilcar Cabral. Merci. Moi aussi, je me trompe. Donc, Non, il y a aussi le livre avec comment il s'appelle, Mathieu Rigouste. absolument. Mathieu Rigouste Un seul héros, le peuple. que je reçois le 18 juin. Donc on parlera notamment de ce livre. C'est le titre, c'est Un seul héros, le peuple. Ouais. Sur un épisode de la guerre d'Algérie, les événements de décembre 60. ouais. Et donc il revient sur aussi, il me semble que c'est une journée où il revient C'est sur plusieurs journées, on dit une journée, mais en fait c'est plusieurs journées où, je te fais un résumé en substance là, Ouais, vite fait, où comment dire, les organisations, les appareils révolutionnaires sont un peu en retrait. recul, et Ouais. c'est le peuple qui... Ils sont même parfois dépassés par le peuple parce que c'est vraiment il y a une C'est un marée. très beau livre, il y ça a- apprend comment le peuple est toujours le héros et comment les organisations sans le peuple ne peuvent pas amener la révolution. Donc on va parler très vite on va parler juste avant de vraiment faire la discussion, on va parler de Premier Matin de Novembre. Donc Hugo, ça va? Enchanté, ouais. C'est bien de travailler avec Cassia? Ouais, c'est cool, ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble. Elle a combien de temps là Ouais. Ça va faire, c'est depuis 2016, donc ça bientôt. Ah ouais, ça va. d'accord. Ouais. Alors le micro. Dans toute une première partie, on faisait pas de livre, on faisait que de la brochure, de la traduction de brochure. Le premier livre, c'est Mohamed Boudia en 2018, quelqu'un qui est très important aussi pour les militants anti-impérialistes et anti-sionistes. Peut-être on y reviendra. Ouais. Et on a, pardon, Hugo, je t'ai volé le micro et j'ai continué à parler. On a une grosse quinzaine de livres en comptant les éditions et les rééditions. D'accord. Et on va continuer avant la présentation avec Adèle. Adèle de Samidoun. Alors Samidoun, Paris banlieue, c'est ça, c'est une organisation internationale, c'est ça, de réseau de solidarité pour les prisonniers palestiniens. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de plus sur l'organisation? Oui, voilà, moi je fais partie de Samidoun Paris Banlieue, qui est la section francilienne de Samidoun, le réseau international de solidarité avec les prisonniers et les prisonnières palestiniennes. On est présent dans une dizaine de pays dans le monde, mais là, avec la répression qu'on subit depuis plusieurs années, il y a pas mal de sections qui ont été désignées organisations interdites, etc. Et donc du coup, ça nous a pas mal impacté sur le nombre de sections, mais on continue. Là, en Europe, on est on est dans pas mal de pays. En Allemagne, c'est Belgique. chaud, non, la En Allemagne, répression on a interdit depuis octobre 2023. Ah oui, d'accord, je savais pas. Moi, je savais qu'il y avait des menaces, mais c'est interdit. Oui, et Canada depuis novembre 2024. Et en France, pour l'instant, vous êtes un peu sous les radars ou En France, à part la note blanche des services qu'il y avait eu l'année dernière, donc début 2024, il n'y a pas eu de nouvelles, mais c'est surtout Urgence Palestine là, qui se prend la répression Ouais, on va. de plein fouet. Donc du coup, c'est important de rester mobilisé contre la dissolution d'Urgence Palestine. Bon, on va revenir sur tout ça aussi. On va parler de Georges Ibrahim Abdallah. On va parler d'une action que vous avez sur le 14. Donc, on va parler de plein de sujets. Avant ça, on va parler de Premier Matin de Novembre. Donc, une petite maison d'édition radicale. Est-ce que je peux dire radicale? Bah, nous, on dit plutôt militante. En fait, Ouais. on pense que ce en quoi on se démarque des autres maisons d'édition de gauche, c'est qu'avant d'être des éditeurs, et même au-delà d'être des éditeurs, on est surtout des militants et des militantes. Ouais. Du coup, notre objectif, c'est surtout de produire des outils pour les luttes et pour les personnes qui s'organisent. On pense que le livre, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'essayer de faire vivre, de faire en sorte que les livres qu'on arrive à produire, ils soient réappropriés par les luttes et qui servent en fait pour faire avancer la lutte dans une perspective révolutionnaire. Du coup, on se dit éditeur militant, Ouais. révolutionnaire. Et notre objectif, c'est vraiment de nourrir les luttes. Voilà, Ouais. Avec des prix accessibles quand même. Ouais, J'ai des prix l'impression, accessibles. On fait aussi pas mal Il y a d'envois des gratuits. goodies.
Il y a des goodies. Le collier 13-12. Tu l'as, le collier? Allez sur le site, s'il vous plaît, pmnedition.com. Allez acheter le collier de soutien, merci. Voilà, il y a plein Exactement. de colliers. Il y a aussi l'affiche. Parfois, vous avez vu mon affiche. T'en as encore des affiches que j'avais vendues? C'est les affiches de Nitro. Ouais, Elles non, il n'y a étaient plus d'affiches, malheureusement. Incroyable. Et aussi, alors pour vous dire le niveau, alors vous dites militant, mais c'est quand même un niveau de radicalité assez important que moi j'aime bien. Pour donner une info aux gens, il y a notamment une collection qui est dirigée par un Jean-Marc certain Rouillant et Renaud Jean-Marc Augustin. Rouillant. Ouais, c'est ça. Et Renaud Augustin. Ouais. Renaud Augustin, je connais moins. Je connais Ouais. Marc. Renaud Augustin, c'est Et sinon, un- partagez tous les deux là, voilà. Merci. Renaud Augustin, c'est vas-y. un ancien militant de la RAF, de la fraction Premier armée rouge. cercle de la RAF. C'est un peu l'action directe en Allemagne, c'est ça? Ouais, c'est sauf ça. que ça a beaucoup plus d'ampleur, ça a eu beaucoup Ouais. plus d'import que l'histoire d'Action Directe en France. Ouais. Et donc, du coup, les deux co-dirigent la collection. Et l'essentiel des livres qui sortent à l'intérieur, ça a à voir avec la lutte armée. Et l'anti-impérialisme. D'où Les deux. Axis de la guérilla urbaine, Exactement. notamment. Le D'où livre le de Habash. Cabral. Et d'où Et le le Habash, Habash. ah oui, c'est vrai que c'est Oui. dans ma collection. Oui, mais hein. c'est la même collection. Ah oui, Oui. et qui s'appelle Jean-Marc Rouillant et Au bout du fusil. Au bout du fusil. Alors, Jean-Marc Rouillon et Ron Augustin, et la, Oh oui, et la excuse-moi. collection s'appelle Au bout du fusil. Absolument. D'accord. Voilà. C'est un mélange de questions de la lutte armée et la question de l'anti-impérialisme. D'accord. Voilà. Est-ce que pour l'instant ça marche bien? C'est quoi vos Ça prochaines marche sorties? bien, ça marche pas, on est pauvres frère. Ah ouais? Ça marche Moi, pas. j'en Après- parle souvent, t'as après, vu? en fait, J'en parle ça dépend de ce que tu fixes comme objectif d'un succès en fait. Ouais. Si ton succès c'est l'objectif financier ou de vente dans les librairies, non, c'est Ouais. une défaite. C'est difficile Mais pour de nous c'est pas ça en fait. Pour nous en fait l'objectif c'est vraiment Ils mettent le lien, ils ont mis Ah le lien dans merci, le c'est chat. adorable. C'est vraiment le succès politique, tu comprends? Ouais. Pour nous, c'est vraiment une victoire de tirer des textes qui sont tombés dans l'oubli comme ça, autour Oui. des révolutionnaires et de personnages très importants de l'histoire ouvrière, de l'histoire anti-impérialiste, et de le remettre en lumière et que les militants puissent y avoir accès. Et ça, Ouais. c'est une victoire politique pour nous. En fait, c'est pas antagoniste. Tu peux être comment dire, un échec financier de thunes, mais une victoire politique, Ouais, ce n'est pas bien sûr. antagoniste. Bah, en plus, j'imagine que ça doit être difficile parfois de trouver des diffuseurs vu. On a un bah- diffuseur qui s'appelle Obo. Exactement, on a un diffuseur, un Non, mais je distributeur. voulais pas dire des diffuseurs, mais des boutiques librairies qui vendent. Oui. On fait principalement de l'anti-impérialisme. Ouais. L'anti-impérialisme pas pas hyper accessible, qui s'adresse déjà à des militants qui ont déjà un bagage Ouais. un peu militant. On est principalement avec des auteurs non blancs. Ouais. Il y a eu Saïd Bouamama, exactement, il y a- l'intégralité de notre maison d'édition, elle est non blanche. Je dis pas ça pour dire faire style, mais c'est pour dire que ça inclut d'autres choses, tu vois. Ça veut dire qu'on est moins mis en avant, on est moins regardé. Les gens qu'on invite en tant d'éditeurs ou d'éditeurs militants, bah, ça c'est beaucoup moins nous, tu Ouais. vois. C'est vraiment plein d'obstacles, mais c'est pas très grave parce que nous, notre objectif, il se fixe pas dans le acquérir de la notoriété éditoriale. On s'en Ouais. fout un peu du champ éditorial, tu vois ce que je veux dire. Alors, je me rappelle, il y a un livre aussi avec je sais plus le nom, mais je l'avais trouvé incroyable. C'est une psychologue palestinienne. Sama Jaber. Thomas Jaber, ouais, c'est un livre sur les impacts psychologiques de la. Alors, bien dans le micro, Ouais, je suis désolé. les impacts psychologiques de l'occupation et de la violence coloniale et ce que ça crée dans la tête des gens en fait. Ouais. C'est vraiment dans le droit fil de ce que produisait Frantz Fanon. Oui, tu oui, vois, oui, oui. cet impact psychologique de la colonisation et de la guerre. Ouais. Et il y a aussi un film qui s'appelle Derrière les francs d'Alexandra Dols, que Tom aussi connaît très bien, et que j'encourage à aller voir. Bah, surtout, en fait, ça rappelle ce qu'on n'arrête pas de dire, ce livre, c'est en fait le quotidien. C'est pas, alors déjà depuis le 7 octobre, tu vois, mais aussi quand il y a des événements extraordinaires et tout. Hein, c'est le quotidien de la colonisation, comment ça détruit des vies et vraiment la psyché des gens, quoi. Donc c'est ça qui est aussi important à rappeler et qu'elle rappelle dans le livre. Est-ce qu'il y a un livre pour vous qui mérite, de votre édition, qui mériterait d'être plus connu que. Hein, Alors moi, il y en a un dont je suis. qui n'a pas le succès qu'il mérite. Je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai lu dans ma vie. Donc, Ah ouais. quand on a travaillé dessus, je suis tombé amoureux de lui. C'est le livre de Pasquale Abbatangelo qui s'appelle Je courais en pensant à Anna. Tu valides. Adèle, il C'est valide. incroyable. Comment tu as dit? Donc c'est le livre de Pasquale Abbatangelo Ouais, et le titre du livre c'est Je courais en pensant à Anna. d'accord. Donc Pasquale Abbatangelo, c'est un ancien militant italien des NAP, donc des noyaux armés prolétaires. Il a également milité au sein des Brigades Rouges. D'accord. C'est un militant, en fait, c'est un détenu de droit commun, donc un détenu, un petit criminel qui s'est politisé en prison au contact Ouais. de militants révolutionnaires là, en Italie et qui a passé l'essentiel de son temps en prison, enfermé, et qui a milité depuis l'intérieur. Et du coup, ce livre, c'est un livre autobiographique où il parle de son parcours. Et je trouve que c'est à la fois très très bien écrit,
très juste politiquement, très sincère. Ouais. Et franchement, magnifique, facile à lire. Mais tu vois, je l'ai même pas vu passer, tu vois. Mais je pense Oui. que parfois, vu que c'est pas des noms Ouais. que je connais, ça marque moins le. Oui. le- Tu sais, il a vraiment ce parcours à la Malcolm X. Il arrive en prison et c'est en prison. D'accord. C'est la prison qui devient une école politique pour lui, une école de D'accord. formation. Comme beaucoup de prisonniers palestiniens d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je courais derrière Anna, c'est ça. En Absolument. pensant à En Anna. pensant à Ah Anna. en pensant à Anna, il y a Voilà. quelqu'un qui a mis le lien. Ouais. Merci beaucoup les gens, vous êtes trop Ils sont trop gentils dans le chat. Oui, dans le chat, bien ils sont sûr. mignons. En plus, ils sont tous pro-palestiniens, ils sont tous. J'avoue. Il y a quelqu'un qui parlait de Assata Shakur tout à l'heure Oui. aussi. Ouais. Adorable. Très beau franchement. livre aussi. Très beau d'ailleurs, livre aussi. qu'on recommande, qui est en train d'être édité. Les gars, on a plus de stock là pour le moment, mais il va ressortir bientôt. Et toi, est-ce que tu as un livre aussi où tu trouves qu'il mériterait Ben, plus moi, je suis très touchée par exemple, le Arrête-toi de Makan Kébé de Amanda Jaquel. Parce que je trouve que le travail qu'ils ont fait ensemble, cette volonté de faire sortir des récits, même quand il faut pas se charrier quoi. L'écriture, la lecture, le livre, ce sont des codes qui sont pas forcément hyper accessibles. Et le travail qu'ils ont fait ensemble pour raconter ce récit-là, rendre honneur à la mère de Makan Kébé, raconter cette histoire de violence policière, je trouve que le travail qu'ils ont fait en commun est très beau. C'est pas le livre qui m'a comment dire, dont je suis le plus amoureuse, mais je trouvais que le travail qu'ils ont fait ensemble et l'histoire qu'ils ont racontée est Ça mériterait merveilleuse. plus d'être Moi, ce qui connu. me touche le plus, vu que Ouais. je suis marocaine, c'est évidemment Saïda Menebi. C'est une militante communiste des années 70. Ça, c'est aussi un livre à vous Oui, Ouais. qui s'appelle... J'ai oublié le titre. Attends. Ok, les gens aidez-la, allez sur le Attendez, site. pardon, j'ai un peu que c'est le stress. Les bras chargés. D'accord. Merci. Vous allez l'aider, ils vont l'aider. C'est quoi déjà le nom de l'autrice Saïda Menebi. Ah, Il- merci, les bras chargés de fusil, la tête de 4 poème. adresses à 10 plus, Exactement, merci c'est beaucoup. une militante communiste des années 70 au Maroc qui est morte dans les prisons de Hassan II. D'une Ah grève ouais. de la faim, pardon. Elle a écrit des merveilleux poèmes, des lettres à sa famille, à son compagnon, et aussi des textes politiques. Elle a aussi mené une étude des femmes qui étaient en prison au Maroc et qui sont des femmes qui sont emprisonnées pour mœurs, du coup des prostituées. Moi, c'est l'un des seuls textes que je connaisse sur cette époque-là en Afrique, sur la question des conditions des travailleuses du sexe dans le Sud global. Il n'en existe pas d'autres, je n'en connais pas. Et en plus, pas d'un point de vue vraiment, c'est une marxiste, hein, d'un point de vue vraiment de la condition analytique, des conditions matérielles de vie. C'est un livre magnifique. Voilà, moi, c'est ce qui m'a touché. Je pensais me faire plaisir et en vendre, je sais pas, 300. Et on en a fait 2 ou 3 tirages. Incroyable. Ouais. Moi, il y a juste un truc que je voudrais dire sur Saïda Medepi, c'est genre que cette génération-là, elle avait un internationalisme qui était juste magnifique, mais qui était basé sur une théorie matérialiste, etc. Tu vois, c'était vraiment la ligne politique était archi carrée, et en fait, on a tout à apprendre notre génération de lire ces écrits-là, d'avoir de refaire corps avec cet héritage-là, parce que nos anciens, ils ont mené des luttes qui étaient très dures. Tu vois, elle est morte en grève de la faim. Donc c'est une martyre de la lutte internationaliste, et donc nous on a tout intérêt à pas partir de zéro, mais je vois Il y a que tu plein de citais, trucs à apprendre. On a l'impression que. C'est exactement ce qu'on veut faire dans la maison d'édition. Pardon, je vous ai coupé tous les Vas-y, deux. vas-y, C'est t'as le exactement, c'est créer des filiations en fait. On n'est pas des générations spontanées, on ne vient pas de nulle part. Même nous, les non-blancs, on a tendance à croire que ici nous n'avons pas d'histoire. Nous avons une histoire, elle est très très longue, elle est pleine de victoires, Il y a pleine des gens de qui ont leçons. réfléchi contrairement Exactement. à ce qu'on dit de nous. Et on a beaucoup de choses à acquérir du passé, et on a beaucoup de choses pour nos luttes actuelles, pas juste pour faire de l'histoire et faire les kékés en soirée. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'on en a besoin dans nos luttes à nous pour les rendre plus musclés, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Bon, j'arrête là. Et il y a un truc intéressant sur ce que tu dis, c'est que les livres, mais c'est un truc que vous dites, Palestine vaincra, enfin, du coup, plus maintenant, mais qu'en tout cas, Palestine vaincra, le collectif qui a écrit la préface, écrivait sur le livre, dans le livre pour Abache, c'est que les livres, ils sont pas faits pour être beaux, des objets posés sur une étagère. Oui. Donc c'est des manuels de lutte, c'est des objets qui doivent guider nos luttes au quotidien, etc. Et d'ailleurs, dans votre catalogue, vous avez un livre, Le suicide révolutionnaire de Youpi Newton, et dans lequel il y a un texte qui est issu des prisons palestiniennes. Et donc, en fait, c'est un texte que Ahmed Saadat, donc secrétaire général d'un des partis de la résistance, a écrit depuis la prison où il était incarcéré, et il a fait sortir en contrebande. Donc ça, c'est un acte hyper fort, en fait. Okay. C'est que dans une maison d'édition française, et c'est pas toutes les maisons d'édition... Non, mais en vrai, on s'en rend pas compte. Ah ouais, non, mais... Et en fait, c'est un texte qui nous parvient des prisons sionistes. Et donc, en fait, là, c'est vraiment prendre contact avec la révolution palestinienne, avec la résistance, et ce qu'elle a à nous dire. Et du coup, nous, on surkiffe ce texte, on l'a tout le temps sur nos tables et tout. Donc, voilà.
D'autant plus que ça soit Sadat, Saïd Amenebi, etc. En réalité, c'est des militants révolutionnaires qui ont consacré leur vie à la lutte anti-impérialiste, qui ont un patrimoine énorme et en France sont quasiment méconnus, y compris dans les cercles militants anti-impérialistes ou anti-sionistes. Donc moi, je trouve ça hyper bien qu'une maison d'édition comme PMN propose ces textes-là aussi pour que ça serve de base pour se former, pour découvrir. Et ce qu'on dit là depuis le début, c'est qu'en vrai, le texte de Sadat, par exemple, c'est une leçon politique d'internationalisme et que malheureusement Sadat est encore trop méconnu en France, alors que c'est une personnalité de la gauche révolutionnaire qui a une production aussi intellectuelle qui est hyper importante, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça manque parfois de traduction aussi. Je veux dire, on n'a pas accès à certains textes. Ça semble fou que de te dire que ce soit nous qui avons acheté Huey Newton ou Assata Shakur quand même. Je veux dire, au début des années 2010 ou 15, quoi, que ce texte n'avait été tombé dans l'oubli, qu'il n'intéressait pas les maisons d'édition. Enfin, je veux dire, on n'est même pas. Pour te dire la vérité, je suis pas une grande passionnée de la lecture du livre. On le fait parce qu'on est des militants politiques et qu'on pense que ce sont des textes très importants. Mais on n'est pas, tu comprends ce que je veux dire. C'est par intérêt politique, quoi. C'est pas par grande passionnara de la littérature. Mais c'est assez fou de se dire que ces textes ils sont tombés dans l'oubli, qu'ils valent quasiment plus rien, que les gens s'y intéressent pas et que il faut faire un travail éditorial et militant pour les mettre au goût du jour alors qu'ils sont d'une importance capitale. Dernière question sur PMN. C'est quoi les projets futurs? Vous avez des futures traductions, des choses qui vont arriver? Alors là, du coup, on est en train de, comme je le disais tout à l'heure, de rééditer pas mal de livres qui sont en rupture de stock. Donc, on est en train de ressortir l'autobiographie d'Assata Shakur, Le suicide révolutionnaire de Huey Newton. Trop bien. On est aussi en train de travailler avec Tzedek sur un livre. Ils vont être obligés de le faire maintenant. Ils sont vraiment en train de. Oui, ils travaillent sur un texte. C'est une fake news. C'était pour les mettre au pied du mur. Il faut un livre qui s'inscrit dans le cycle Palestine qu'on est en train de mener. Dans lequel le livre de Habash s'intègre. Et justement, pour prolonger ce cycle-là, on va sortir aussi, on va rééditer un livre qui est tombé dans l'oubli en France et qui se trouve plus, qui est l'autobiographie de Leila Khaled. Du coup, ça c'est plutôt courant 2026, mais voilà, ça va aussi s'intégrer au site Palestine. Ça va c'est vrai que dans la collection. C'est peu. Les gens, ils ont un peu l'image en tête, mais pas les lectures. C'est triste quand même. C'est pas qu'un symbole, il y avait aussi une réflexion c'est pas un visage. Une pratique. Et une pratique surtout, exactement. Et là, maintenant, on va parler de ce livre-là. Rien n'est plus précieux que la liberté. Moi, la première question, c'est... déjà, pour moi, Habash, ça fait aussi partie de ces personnalités palestiniennes assez peu connues, très peu connues en France. Alors, hyper influentes. Et donc, moi, la première question, c'est pourquoi vouloir sortir ce livre maintenant ? En fait, ce qu'on a vu, c'est que depuis le 7 octobre 2023, il y a eu le renouvellement d'un mouvement anti-impérialiste et anti-sioniste, et notamment un rajeunissement du milieu militant pro-palestinien. Parce que franchement, avant, c'était plutôt un truc de boomer, et on était assez peu Moi, j'étais dans la catégorie des jeunes avant octobre 2023, et maintenant, je suis dans la catégorie des vieux. Donc, il s'est passé un truc déprimant, hein. Il s'est passé un truc générationnel. Et ça a ouvert tout un espace de discussion politique autour des stratégies à avoir pour la libération de la Palestine, etc. Et donc le livre arrive à ce moment-là, à un moment où dans la gauche révolutionnaire en France et en Europe se reposent les questions autour de la Palestine. Et quand on s'intéresse à la libération de la Palestine, à mon sens, on doit s'intéresser à des personnalités comme celle de Georges Habash, qui ont un rôle fondamental, parce que on pense que c'est niche, mais en fait, c'est quand même la deuxième figure la plus importante du mouvement national palestinien. C'est à côté d'Arafat. C'est le fondateur d'une grande organisation de la gauche palestinienne, le Front populaire de libération de la Palestine. Enfin voilà, Habash, c'est une grande personnalité de la lutte palestinienne qui a eu un rôle prépondérant pendant des décennies et des décennies. Et donc, le remettre au goût du jour aujourd'hui, c'est pour ce qu'il disait au début, c'est pour être un outil de formation, d'éducation et aussi de rencontre avec toute cette histoire de la lutte anti-impérialiste qu'a menée la gauche palestinienne et aussi avec ses alliés internationalistes, quoi. Et sur Georges Habash, comme tu as dit, c'était le fondateur de la FPLP, co-fondateur de la FPLP. Est-ce que vous pouvez présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas le FPLP ce que c'est quoi leur ligne et en quoi le FPLP se distingue des autres organisations? Et d'ailleurs, il faut rappeler que c'était
Là, c'est un peu perdu en termes de nombre et tout, d'importance. Mais il y a dans les années 70-80, c'était l'une des principales organisations, l'une des plus influentes, qui a mené même des actions à l'international. Donc, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu FPLP pour les gens Vous pouvez échanger avec vous aussi. Hein, s'il y a des choses à rajouter, n'hésitez pas. Hein. Bon, en fait, je pense qu'il faut déjà contextualiser, parce qu'en fait, le FPLP, il est né des conditions objectives que vivait le peuple palestinien à cette époque, donc il faut un peu remonter avant, parce que le FPLP, il est fondé le 11 décembre 1967, donc il est fondé bien après la Nakba de 1948. Donc la Nakba, c'est la création de l'entité sioniste en mai 1948, notamment autour d'un nettoyage ethnique de plus de 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leurs terres et qui a été la mise en place d'une colonisation de peuplement en Palestine. Colonisation de peuplement, c'est-à-dire comme au Canada, aux États-Unis, en Australie, une colonisation qui vise à remplacer la population autochtone. Et donc, le mouvement national palestinien s'est forgé en exil dans les camps de réfugiés qui étaient en Jordanie, en Syrie, au Liban, etc. C'est comme ça qu'ont été créées les organisations palestiniennes. Et le FPLP s'est fondé le 11 décembre 1967. Et il s'est fondé autour... en fait, il y a eu un changement de paradigme dans la compréhension du mouvement national palestinien après la guerre des 6 jours, qui est appelée par les sionistes guerre des 6 jours, qui est appelée par les Palestiniens la Naksa, la défaite, en juin 67, où en fait les armées régulières arabes vont perdre face à l'armée d'occupation israélienne. Et avant, il y avait un peu l'idée de dire que la Palestine va être libérée par les États arabes autour qui vont intervenir militairement, etc. Et la défaite de 1967 et la défaite de ce programme et de cette stratégie. Et donc, Abbas, qui à l'époque est au mouvement nationaliste arabe, un mouvement inspiré par le nasserisme, va être en rupture avec le nasserisme et l'approche qui consiste à attendre la libération des autres États, et va fonder donc le FPLP le 11 décembre 67, donc quelques mois après... Front populaire pour la libération de la Palestine. Front populaire pour la libération de la Palestine. Et donc une organisation qui va lier à la fois le nationalisme arabe et une approche marxiste, communiste. Et notamment, dans son programme, va considérer que Israël est le prolongement de l'impérialisme occidental dans la région, et que donc le peuple palestinien, il fait pas seulement face à l'État d'Israël en tant que colonie de peuplement, mais il fait aussi face à l'impérialisme occidental et ses alliés locaux, donc les régimes réactionnaires arabes. Donc ils vont défendre la perspective de la destruction de l'entité sioniste au profit d'une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain. Ils vont mettre en avant le fait que le facteur principal de la libération, ça sera d'abord la résistance du peuple palestinien, et notamment la résistance armée. Et évidemment, ils vont mettre en avant le fait que l'acteur de la libération, c'est d'abord les classes populaires palestiniennes, et donc les réfugiés palestiniens qui sont en exil en raison de la Nakba qui continue encore. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Simplement, ouais, pour un truc que tu viens de dire et qui est hyper intéressant, c'est qu'une des particularités du FPLP, ça a été de théoriser très tôt, en fait, dès son deuxième congrès, qui sont les ennemis de la résistance palestinienne, qui sont ses alliés, et c'est de là que cette conclusion en fait arrive, que l'entité sioniste, en fait, c'est pas le seul ennemi, mais qu'elle est soutenue par l'impérialisme et les régimes réactionnaires. C'est relié tout de suite à l'Occident. Et ça, en fait, du coup, c'est en rupture avec ce qui se faisait, et ça comprend du coup que la lutte pour la libération de la Palestine a une dimension internationaliste, et c'est en lien avec la victoire du peuple vietnamien dans les années 50 juste avant, évidemment la victoire algérienne en 62, et donc ça s'inscrit dans ce cadre-là. Il y a une fameuse affiche du combattant vietnamien qui donne le drapeau de la victoire aux fédayines palestiniens, donc ça s'inscrit dans une perspective anti-impérialiste, et Abbas et le FPLP conçoivent aussi la lutte palestinienne comme un point d'étape vers la libération arabe contre la présence impérialiste, et pour la révolution dans le monde contre l'impérialisme occidental, etc. Donc c'est vraiment comprendre que la lutte palestinienne, c'est pas une lutte exotique qui est déconnectée des autres phénomènes qui se passent autour d'elle, mais justement ça doit être un catalyseur et un centre d'organisation pour la gauche internationale anti-impérialiste. D'où le soutien des puissances occidentales. Et ça rompt un peu avec le discours antisémite qu'on entend souvent. Ils les aident parce que juifs et tout. Et on voit aussi que les organisations palestiniennes, très tôt,
ont été très clairs sur ce sujet-là, quoi. Il y a Bah, déjà on- un truc de le sionisme et surtout les intérêts occidentaux qui se jouent là-dedans. On en revient à ce qu'on disait là tout à l'heure, le fait de pas repartir à zéro, mais qu'en fait il y a toute une tradition qu'il faut réactiver, dont il faut prendre, et qu'il faut refouiller, quoi. Mais il y a, enfin, ce qui nous paraît évident aujourd'hui avec le génocide là qu'on voit se dérouler, et qu'en fait il y a pas de génocide s'il n'y a pas d'avion américain, il n'y a pas de génocide s'il n'y a pas genre un blanc-seing politique qui est donné par les puissances occidentales, etc. Il avait déjà théorisé De ça, relations économiques. c'est ça, exactement. Il y avait ça. Et je voulais juste revenir sur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce parti-là? Parce que en fait, on a tendance aussi à le voir comme un totem du passé, un truc un peu poussiéreux qui traîne sur une étagère et tout. Mais en fait, il reste actif. C'est un parti Oui. qui est une des. Ça peut être soit la 3e ou la 4e force de la résistance palestinienne, selon comment on conçoit le truc. Et ils sont beaucoup actifs dans les universités. Et les universités palestiniennes, ça reste un endroit où ce parti de gauche internationaliste, etc., reste présent et actif. Et donc il y a toute une jeunesse là qui Oui, et même en dehors du côté un peu partisan en tant que structure, le FPLP a un patrimoine immense qui est un point de référence pour une large partie de la gauche arabe, pour tous les Palestiniens. Il fait partie du mouvement national palestinien, et des figures comme Abache sont revendiquées par l'ensemble du champ politique aussi palestinien, qui considère que c'est un héros de la résistance nationale, quoi. Et sur ça, il y a un autre truc, c'est que c'est une des forces qui a le moins fragmenté la résistance aussi. C'est-à-dire C'était que plus sur la solidarité. sur l'unité, en fait. Oui, l'unité, pardon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que eux, c'est très tôt, ils ont théorisé le fait que, ou en tout cas, ils ont essayé de mettre en application le fait qu'une résistance unie, c'est celle qui pourrait arracher la victoire. Oui. Et que oui, il y a des accords politiques, mais que ces désaccords-là, ils passent après la contradiction principale, qui est celle qui oppose le peuple palestinien à la colonisation et à l'impérialisme. Et donc D'accord. ça, c'est un truc qui est extrêmement important quand on parle du FPLP, c'est que il a très tôt essayé d'unir les Bah, différents partis. pour un peu donner une leçon aux gauchistes de France, le FPLP, tout en étant marxiste et n'ayant pas forcément de références religieuses, n'ont pas hésité à travailler avec des organisations qui ont des références religieuses. Oui, Voilà. mais parce que aussi le FPLP, il est le fruit d'une société, et donc une société Oui. avec des références religieuses, etc. Et que oui, il y a un peu cette tendance à présenter le FPLP comme un espèce de truc copier-coller de la gauche radicale blanche occidentale, mais sauf qu'on parle pas de ça. Oui. Le FPLP, c'est une organisation qui est née dans les camps de réfugiés palestiniens, donc c'est une organisation qui est à l'image de la société palestinienne, donc avec des gens qui sont religieux. Ouais. Enfin voilà, c'est. Mais je te dis ça oui, parce enfin, que, en fait, il y a eu une moi, quand je suis rentré dans les milieux palestiniens, j'ai vu que parfois, chez des amis et tout, un peu musulmans, il y avait un peu une mauvaise image du FPLP direct, mais c'était pas tant en raison du FPLP que de l'usage qui est fait des gauchistes en France en mode je soutiens la lutte palestinienne, mais seulement si c'est le FPLP. Oui. Et t'avais les gens en mode mais en fait ça marche pas comme ça, quoi. Oui, en plus on Une dénature ce qu'ils font, instrumentalisation, quoi. pardon, Ouais. excuse-moi, une instrumentalisation blanche de la résistance palestinienne. C'est-à-dire, je vais soutenir la résistance palestinienne si elle correspond à mon cadre théorique qui est puriste, parce que moi, je vis dans un pays impérialiste. Du coup, j'ai la chance de pouvoir penser les conditions parfaites et pures de ma résistance et de ma révolution, et que quand ça leur correspond pas, il y a pas de soutien, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, et en plus, là, ils soutiennent une chimère. Parce Oui. qu'en fait, ils ne connaissent rien Oui. de l'histoire du FPLP. C'est bien dit. Non, mais en fait, le FPLP, c'est pas un truc qui... Enfin, c'est pas... Je sais pas quoi, moi. C'est pas le PCF. Non. Voilà. Par exemple, Et d'ailleurs, le il y a des- PCF n'a pas de relation politique avec le FPLP, et c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de contradictions politiques, parce que, notamment, le PCF défend une position de capitulation et de normalisation avec Israël autour des deux États. Le FPLP est toujours sur une position de la centralité de la résistance armée, la libération de toute la Palestine de la mer au Jourdain, etc. Et d'ailleurs, c'est une organisation qui est considérée comme organisation terroriste aujourd'hui dans l'Union européenne, y compris pour La France aussi. l'Union européenne. Donc, Ah oui, bah oui. et, Oui. et l'objectif de ces désignations, c'est pour isoler ces organisations du mouvement de solidarité, les faire qu'elles soient faibles, etc. Et donc il y a aussi un enjeu à présenter leur position politique, etc. Il ne s'agit pas de dire oui, il faut qu'on fasse le FPLP en France, d'être dans Ça un a pas de rapport sens. un peu fantasmatique avec ce truc-là, mais de dire par contre, quand on s'engage en soutien à la libération de la Palestine, s'intéresser au mouvement national palestinien, à ces différentes organisations
et voir comment aujourd'hui on peut construire des campagnes et des mobilisations antisionistes ici avec l'approche et l'enregistrement de plus de 77 ans de résistance contre la colonisation sioniste, ça devrait intéresser tous ceux qui s'intéressent à la Palestine. Ouais, et il y a un truc qui est particulier aussi avec ce parti-là, c'est qu'il a son secrétaire général qui est incarcéré dans les prisons sionistes et qui a été réélu plusieurs fois. Donc Ahmed Saadat, celui d'accord, même dont en on parlait. prison, il s'est... Voilà, c'est ça. Et donc du coup, en fait, c'est un symbole qui est très fort pour la résistance palestinienne et qui, pour la population aussi, c'est pour ça qu'il garde un capital sympathique qui est ultra important et une crédibilité aussi au sein de la population palestinienne, parce que avoir sa direction politique à l'intérieur des prisons, c'est quand même, on imagine le niveau de sacrifice même au quotidien que ça doit être. Et il y a eu un changement radical aussi qui s'est opéré, c'est que lors du dernier congrès, ils ont déplacé les sièges à Gaza. Et donc ça aussi, c'est l'organe de direction était situé à Gaza. Et donc du coup, ça c'est assez particulier dans un champ politique où soit ils sont à Ramallah, soit ils sont à l'extérieur. Et donc ça montre en fait la priorité, ce que tu disais, qu'il est foncièrement lié aux couches populaires et que c'est quelque chose qui théorise. Et il a un retour critique sur ça aussi, sur son implantation dans les couches populaires. Il essaie de l'analyser. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Évidemment, c'est pas assez du coup. Et du coup, c'est cette présence-là. Et tu vois, pourtant, ce parti-là, c'est pas celui qui a le plus de prisonniers. D'accord. Donc ce choix-là d'avoir sa direction politique à l'intérieur des prisons, malgré le fait qu'ils sont en minorité, du coup, c'est pas anodin. Ça montre vraiment qu'ils remettent la question des prisonniers palestiniens au cœur de leur programme politique, de leur manière de concevoir la résistance, etc. Et c'était quoi les... Alors, avant de faire ça, c'est vrai que la question de cette accusation de terrorisme sur le FPLP, elle est importante, parce qu'à gauche, il y a beaucoup le truc de « je ne peux pas soutenir à Gaza parce que le Hamas, organisation terroriste ». Et en fait, on voit que petit à petit, même à gauche, il y a aussi ce discours vis-à-vis du FPLP qui est en train d'apparaître. Et en fait, on voit que le problème, c'est dès qu'il y a une organisation pro-palestinienne qui assume certaines choses, notamment la lutte armée, tout de suite, ça va être catalogué comme organisation terroriste. Donc, il faut absolument pas les défendre. En fait, le problème, c'est qu'en Palestine aujourd'hui, il n'y a que les organisations qui collaborent avec l'occupation israélienne et qui sont financées par l'impérialisme occidental qui ne sont pas considérées comme organisations terroristes. Donc, en fait, c'est des désignations qui visent à isoler le mouvement de libération nationale et à silencier les soutiens occidentaux pour que le mouvement de la résistance du peuple palestinien soit fragilisé, isolé, etc., etc. Donc, évidemment que oui, une organisation qui lutte contre l'impérialisme occidental et son proxy régional qui est Israël, les Occidentaux vont le considérer comme une organisation terroriste. Mais c'est pas un truc exceptionnel à la Palestine. Dans les listes d'organisations terroristes, il y a le Parti communiste des Philippines. Il y a tout un tas d'organisations de la gauche radicale, mais aussi parce que c'est des organisations qui mettent en avant une lutte, une pratique radicalement anti-impérialiste. Et c'est pour ça qu'il faut remettre en cause aussi ces désignations de listes d'organisations terroristes quand on soutient le peuple palestinien, parce que l'ensemble du champ politique palestinien aujourd'hui est considéré comme terroriste par les États occidentaux. Donc c'est aussi une manière de leur empêcher toute perspective politique et de penser qu'en fait ils font partie du problème et pas de la solution, alors qu'en fait c'est les acteurs de leur peuple, quoi. Il s'est passé la même chose avec l'Iran en Irlande. Oui, ou en Algérie par exemple. Ouais. C'est un cadre sémantique qui est appliqué à l'intégralité des organisations qui résistent à l'impérialisme européen, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, s'il y a parfois des remarques sur le chat et tout qui vous intéressent, n'hésitez pas à répondre. Ils sont très curieux. D'ailleurs, on m'a demandé, est-ce que Kanafani, déjà, est-ce que vous pouvez présenter pour ceux qui connaissent pas Hassan Kanafani. Ouais. Et Tom Martin, s'il te plaît. Non, et en plus, c'est vrai que ou Adèle. Il y a quasiment pas de texte. Non, il y a pas. Mais je reviendrai sur la partie éditoriale après. On reviendra. Ouais. Peut-être tu peux l'introduire. Ouais. Kanafani, c'est un compagnon de route de Habash. C'est un dirigeant du FPLP. C'est un écrivain. C'est lui qui a rédigé le programme politique du FPLP en 69. Donc c'est une figure politique importante, et ce qui est souvent le présente comme un poète, un écrivain, etc., et qu'on le dépolitise, alors qu'en réalité, il était porte-parole de la résistance armée du FPLP. Notamment, c'est lui qui explique pourquoi il y a des détournements d'avions entre les années 60, la fin des années 60 parce que c'était une de leurs pratiques favorites, j'ai l'impression. Voilà, parce que personne connaissait la cause palestinienne, et qu'il a fallu faire des coups de force. Après les détournements d'avions, c'est devenu une cause internationale, et ça aussi. Alors bien sûr, attends, petite précision.
on n'encourage pas, on fait Oui. juste un constat. Oui, c'est de l'histoire là, cher Voilà, on ami. fait de l'histoire. Évidemment. Et aussi parce qu'il y avait un truc de genre vous importez l'impérialisme européen chez nous, on va apporter et vous apportez la guerre Oui. et les destructions et les Oui. tu vois, et du coup on va aussi apporter cette guerre là chez vous quoi. Ouais. Oui, et c'était aussi une interpellation à la gauche occidentale pour leur dire, en fait, vous faites quoi? Vos États, nous, participent à la colonisation de notre peuple, on vit sous des tentes dans des camps de réfugiés, votre responsabilité, elle est immense. Et donc, Kanafani, c'est le porte-parole de cette ligne politique-là, et il est assassiné par le Mossad en 1972 à Beyrouth, au Liban, dans le cadre des assassinats ciblés par le Mossad qu'ont ciblé tout un tas de leaders de la résistance palestinienne, y compris Mohamed Boudia, dont on parlait, mais aussi d'autres dirigeants politiques. Il y a des gens qui ont été assassinés à Bruxelles, à Paris, à Athènes, etc., etc. Donc Kanafani, aujourd'hui, il devient un peu plus connu, mais on le présente uniquement sur Le truc sous poète, l'angle. oui, littérature, Il a écrit de la roman. littérature, et par ailleurs, une littérature très bien et qui est très connue, très reconnue. politique, d'ailleurs. Et voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui a porté une ligne politique, une ligne radicalement anti-impérialiste, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, des figures comme ça nous rappellent que les formes de résistance ne se contredisent pas, mais qu'elles se nourrissent et qu'elles communiquent entre elles. Et en fait, segmenter et compartimenter les formes de résistance en des formes de résistance acceptables et condamnables, ça, c'est des choses qui sont qui sont imposées à la résistance palestinienne. On dit, en fait, si vous faites du tatriz et que vous faites du tabké, on va vous soutenir. Si par contre vous faites autre chose, vous menez la résistance armée, etc., en fait, c'est condamnable. Mais Hassan Kanafani, en plus d'avoir écrit des œuvres qui sont reconnues dans le monde entier, en fait, il a été un grand théoricien politique. Et sur l'impérialisme, lui, il avait très tôt formulé ça, cette imbrication en fait, du projectionnisme comme on dit, comme avant-poste de l'impérialisme dans la région. Et lui, il disait un truc que nous, on aime bien dire, donc je vais le dire maintenant. Mais donc, désolé s'il y a des gens qui l'ont déjà entendu, mais en fait, c'est bien de répéter. Mais je lui, pense il avait- eux, ils t'ont pas beaucoup entendu, je pense. Bah, Donc trop c'est bien, bon, alors. tu peux y aller. Trop stylé. Et du coup, lui, il avait cette formule qui est archi intéressante, surtout en ce moment. Il disait: l'impérialisme a étendu son corps dans le monde entier, sa tête en Asie, son cœur au Moyen-Orient et ses artères qui se diffusent dans le monde entier. Donc en Afrique et en Amérique latine. Partout où on frappe l'impérialisme, partout où on l'affaiblit, on nourrit et on accélère en fait la libération d'autres peuples dans le monde. Et en fait, c'est hyper important d'avoir cette citation là en tête, parce que on voit que ce que tu disais par exemple là, sur ce qui se passe aux Philippines en ce moment, la lutte du peuple kanak, tu vois, genre en fait nourrir et soutenir les révolutions dans le monde entier qui s'opposent au même impérialisme, c'est hyper important. Et Kanafani, du coup, pareil, comment on peut... c'est quoi soutenir la résistance palestinienne? Soutenir la résistance palestinienne, c'est essayer de comprendre ce qu'elle dit, essayer de lire, de trouver des écrits, de regarder des films, etc. Et lui, il a créé un journal palestinien qui s'appelle Al-Hadaf, donc Hadaf. Et donc ça, c'est un journal de gauche palestinien. Et donc il y a des écrits qui sont intéressants pour suivre l'actualité et tout, c'est cool, plutôt que de chercher sur n'importe quel autre média occidental. Et il y a une autre chose, c'est que là, on parle beaucoup du FPLP. Et donc, du coup, on aurait aussi tendance à retomber dans ce truc-là de pousser ce parti-là et de dire, en fait, eux, ils sont cool et le reste de la résistance, c'est moins important. Mais c'est pas à moins nous bien. de choisir ça, de toute façon. Alors déjà, c'est une décision du peuple C'est palestinien qu'il a pris décide eux-mêmes. depuis longtemps, voilà. Et de deux, en fait, ce qu'on dit sur le FPLP, ça s'applique aussi à d'autres forces politiques palestiniennes. Et du coup, moi, je veux revenir sur un truc que j'ai déjà dit, mais pareil, répéter, c'est important, que eux, ils ont jamais fracturé cette résistance-là. Et à chaque fois qu'on parle de la résistance palestinienne, c'est ultra important d'avoir l'exemple de Gaza en tête. Que en fait ce que nous montre la résistance à Gaza, le fait qu'en fait ils sont unis dans la résistance armée, mais aussi dans la résistance politique, là dans les négociations, ils parlent d'une seule voix. Il n'y a pas de fissure dans le camp de la résistance. L'impérialisme et le sionisme s'adressent aux voix qu'elle a en face d'elle et derrière lesquelles sont rangées. Et ça, c'est ultra important. Il y a des contradictions secondaires entre eux, mais la contradiction principale, c'est la colonisation, et c'est ça sur ce quoi ils se concentrent. Et d'ailleurs aussi, on voit que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le Mossad, Israël qui élimine des leaders pour se dire, vous avez vu, la résistance palestinienne va être terminée parce que les leaders sont morts. On voit que c'était déjà le cas dans le passé et que ça peut ralentir, mais qu'il y aura toujours de toute manière la résistance palestinienne continue et renaît de ses cendres dans tous les cas. Donc c'est aussi important de ce truc historique de le rappeler que c'est pas nouveau en fait ce genre d'attaque. Et moi j'avais une question sur le rapport du FPLP avec par exemple la solution à 2 États. Qu'est-ce qu'ils en pensent eux?
Ils sont contre. Ouais. Je crois qu'ils sont Pour pas eux, chauds. c'est que la libération de la Palestine totale. Oui, et en fait, il y a notamment des textes de Habash dans le livre qui reviennent sur les positions de son organisation par rapport à ça, parce que en réalité, Habash, dès 1974, s'est opposé à la solution à deux États. Parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui date on va au mieux des accords d'Oslo de 93 et voilà. Mais en fait, depuis les années 70, il y a toujours eu ces débats politiques-là. Oui, c'est pas nouveau. Voilà, et notamment portés par la direction du Fatah et la direction de l'OLP autour de la figure d'Arafat, qui progressivement a imposé à la direction de l'OLP la perspective de la solution à deux États. Donc en 74, c'est le programme en 10 points de l'OLP qui fait une reconnaissance implicite à Israël, etc. Et donc Habash fait partie du front du refus qui s'oppose à cette stratégie-là. Et le FPLP a toujours porté la perspective d'une Palestine libre et démocratique de la mer au Jourdain, c'est-à-dire la destruction d'Israël en tant que projet de colonisation de peuplement et l'élaboration et la libération de la Palestine au service de sa population, etc. Et aujourd'hui, c'est un truc qui revient vachement sur le devant de la scène, notamment avec la question de la reconnaissance de l'État palestinien de Macron, parce que souvent, on imagine la reconnaissance de l'État palestinien, c'est la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Mais en fait, c'est pas ça. La reconnaissance de l'État palestinien, c'est la reconnaissance sur 22% de la Palestine de l'administration de l'autorité palestinienne sur ces terres. L'autorité palestinienne, c'est l'autorité collabo créée après Oslo, qui était chargée de lutter contre la résistance palestinienne dans les territoires dits autonomes. De faire la police pour... Voilà, dans la pratique, en Cisjordanie, l'ensemble du territoire de Cisjordanie est occupé par Israël et l'autorité palestinienne passe son temps à arrêter, tuer, emprisonner les résistants palestiniens. Là encore récemment, ils ont privé 1612 familles de prisonnières et prisonniers palestiniens des allocations qui sont prévues par la loi palestinienne. Donc c'est une manière de faire pression sur la population palestinienne pour qu'elle se désolidarise de sa résistance, etc. Donc aujourd'hui, quand on défend la solution à deux États, en réalité, on défend une solution de capitulation. On défend une solution de reddition et c'est une solution qui a toujours été contestée parce qu'il y a un peu cette tendance dans le mouvement de soutien, quelle est la solution, comme si on allait réinventer l'eau chaude. En fait, dès les années 60, le Fatah au début, puis le FPLP et tout un tas d'organisations ont élaboré des perspectives politiques qui passent toutes par le démantèlement d'Israël en tant que projet de colonisation de peuplement. Parce que en fait, s'attaquer qu'au mécanisme de la domination coloniale, comme ne parler que d'apartheid, ou ne parler que des colons en Cisjordanie, ou ne parler que du génocide à Gaza, et en considérant qu'en fait, le mec ou la meuf qui boivent des cocktails à Tel Aviv font pas partie du problème, c'est une mauvaise compréhension de ce à quoi on fait face. On fait face à une colonie de peuplement. Oui, c'est pas que l'extrême droite israélienne. Voilà. Et la gauche a aussi colonisé. Voire même, c'est d'abord elle qui a colonisé. Et face à une colonisation de peuplement, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est où le peuple autochtone se libère, comme il l'a fait en Algérie ou en Haïti, ou c'est le génocide du peuple autochtone, comme aux États-Unis, au Canada. Et donc, il faut aussi contextualiser la lutte du peuple palestinien autour de ces perspectives-là pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas 10 000 alternatives. La seule alternative qui vaille, c'est la libération totale. Et nous, on a une responsabilité parce que c'est une colonie occidentale et qui est sponsorisée par nos États, quoi. Oui, le projet anticolonialiste, il est indivisible en fait, il est un et il est entier. Et si tu parles de la question des deux États, en fait, c'est aussi annihiler la question des réfugiés, le droit au retour. Oui, mais pour moi, c'est comme ça que tu distingues les sionistes de gauche. Exactement. Tu leur dis, qu'est-ce que tu penses du droit au retour ? Et c'est là où il y a une coupure beaucoup à gauche, quoi. Exactement. Parce que le droit au retour est aussi une remise en cause du projet de colonisation de peuplement, etc. Mais je pense qu'il y a, par contre, dans le mouvement de soutien à la Palestine, il y a des fois un peu des ambiguïtés. Par exemple, de dire de la mer au Jourdain, égalité des droits, c'est pas tout à fait pareil que de dire de la mer au Jourdain, Palestine libre. Parce qu'en fait, il y a aussi la question des outils d'oppression, de domination, etc., qu'il faut démanteler. Et donc, ça passe par le démantèlement d'Israël et c'est une illusion de penser que, par exemple, sans s'attaquer aux structures coloniales, on pourrait avoir l'égalité des droits parce qu'en fait, il y a aussi la question de la réparation, de la libération, etc., etc. Mais ça, c'est un truc que le livre permet de discuter aussi dans le mouvement de soutien, quoi. Je monte là.
Ouais, c'est parce qu'il y a le livre là juste au-dessus. Commandez-le, Tac, s'il vous tac, plaît. Commandez-le sur le site. Mais et en plus, moi, j'ai vraiment l'impression que le truc de solution à deux États, c'est tellement la phrase facile pour faire. Je veux dire, même Macron Trump en pourrait dire parlait ah pendant non, son mais à premier terme- mandat. Même Trump en parlait pendant son premier Ouais. mandat. Si Trump en parle, c'est vraiment pas une boussole politique. Ouais, c'est pour s'échapper du truc. Non, non, mais moi aussi, je suis pour la solution à deux États. En parlant du livre, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce livre pour aussi comprendre la situation actuelle? Bah non, mais déjà de comprendre que, Rien. non, mais déjà de comprendre que bon, c'est une lutte anticolonialiste qui s'inscrit sur le temps long. Que en fait, parce que des fois on a l'impression ah oui, ça fait 77 ans, Oui. c'est perdu, etc., etc. Mais en fait, faut se souvenir que le peuple algérien, c'est 132 ans de résistance à la colonisation et que c'est au prix d'une résistance armée, de sacrifice de millions de martyrs et d'une solidarité internationale importante qui a permis de mettre à bas un des empires coloniaux les plus puissants de l'époque. Donc le livre permet de comprendre ça, permet de comprendre aussi qu'il y a un héritage politique de la gauche palestinienne, notamment de considérer que soutenir la Palestine, c'est pas un truc de charité où on soutient une lutte lointaine, Oui, exotique, par etc. humanitaire. Voilà, on trouve l'huile d'olive palestinienne est bonne, du coup on en vend, c'est trop bien. Non, enfin on peut faire ça, mais ça suffit pas. Oui. Mais C'est comme éteindre la lumière pour l'écologie, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va changer. voilà. Et du coup, de comprendre que la libération de la Palestine est intimement liée à le combat anti-impérialiste aussi ici, parce que c'est les entreprises françaises occidentales qui financent l'occupation israélienne, qui participent au génocide, etc., etc. L'Union européenne, première partenaire économique Ouais. d'Israël. Et la France, deuxième exportateur d'armes dans le monde. Enfin, la France a fourni le nucléaire à Israël. La France criminalise toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. Enfin, Georges Abdallah. Georges Abdallah, on va en parler. Je peux revenir sur Vas-y, l'utilité avant. du Vas-y. livre. Vas-y, C'est vas-y. que nous, on fait plein d'activités de rue et tout, des stands dans des quartiers populaires, etc. Et du coup, il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que ces figures-là, elles sont pas connues dans le milieu de la gauche française, etc. Oui. Mais elles sont grave connues par nos anciens, par la génération d'avant, l'immigration, tu vois. Et à chaque fois qu'on leur parle de Georges Habash, de Abdallah, etc., en fait, ils connaissent. Et ils ont les yeux qui pétillent. Et ça, Ouais. en fait, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste un attachement émotionnel, c'est un attachement politique, foncièrement politique. Parce qu'en fait, c'est des gens qui faisaient jamais de concessions. Jamais de concessions. Et c'est pour ça qu'ils avaient une telle aura, en fait, dans le monde arabe, mais plus largement aussi dans tous les pays, en fait, qui étaient, où il y avait ce bouillonnement révolutionnaire-là. Mais il y avait un vrai internationalisme. Exactement. J'ai l'impression à l'époque beaucoup plus que maintenant. Oui, exactement. Il y a des Japonais qui ont participé à la résistance palestinienne. Les Allemands, Nicaragua, Et l'armée rouge Armée rouge japonaise. japonaise. Ouais, enfin, il y avait C'est quand même dingue de Il y avait dire, une il y a des- partie de l'armée rouge japonaise qui était parce qu'elle a mal fini. Mais par contre, Il y en a toujours un qui vit à Shatila, voilà, dans un camp de réfugiés au Liban. il y en a une qui a c'est été ouf. libérée il n'y a pas longtemps et qui est toujours vivante ou mort, Ouais, je sais plus. Et donc non, vraiment, c'était l'internationalisme à cette époque-là, il était vraiment concret. Et en fait, il faut se rendre compte, il y a des Marocains qui sont partis. Genre dans les années 70, combattre en Palestine, se faire entraîner dans les camps. Il y a même Omar Boumediene Diop, genre un révolutionnaire sénégalais, tu vois, qui est parti, se former dans les camps là-bas en Palestine. En fait, Sankara, en parallèle. Je veux dire, c'était anti-impérialiste, quoi, tu vois. Ouais. c'était une cause dont C'est ça. dont tout le monde parlait. Il y avait Mandela qui en parlait, il y avait Sankara qui en parlait, donc c'était vraiment mais un ils en sujet. parlaient comme genre l'avant-poste d'une Oui. révolution anti-impérialiste, anticoloniale, etc. Il y a Et c'est quelqu'un qui a archi dit c'est le important. nœud de l'impérialisme, la Palestine. Ouais, et il y avait un autre truc, c'est que pour rebondir sur ce que vous disiez là, sur la solution à deux États, etc., il y a un article ou un texte qui parle d'une solution démocratique. Et qu'est-ce qu'une solution démocratique en Palestine, etc. Et lui pose la question, pour qui une solution démocratique pour qui? Et en fait, c'est une question fondamentale à se poser quand on aborde le sujet de la Palestine, et de la résistance, de la révolution là-bas. C'est que, en fait, on pense à qui quand on pense en premier lieu à la Palestine? Quand on se dit que une solution à deux États, après tout, une cohabitation, l'égalité des droits, ça pourrait être cool, on pense pas aux Palestiniens et aux Palestiniennes qui ont été privés de leurs terres, qui ont subi, qui subissent un génocide, mais et un processus de colonisation de peuplement depuis plus de 77 ans en vérité. Juste Et- Gaza. Je veux dire, allez, imaginons qu'ils gardent Gaza. C'est une ruine. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est juste on leur dit bon, tenez votre État et puis c'est tout, débrouillez-vous. Donc on voit pas aussi comment on a détruit leurs terres et qu'il y a aussi des choses de rien que question de réparation n'est même pas posée quoi. Il y a ça, il y a donc
Raza, c'est quelque chose dont je pense qu'on prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer là et de en fait genre vraiment le drame de ce qu'on est en train de voir se dérouler sous nos yeux. Oui, je pense que ça c'est un truc qu'on percutera dans plusieurs années. En fait, du coup, ça amènera à se poser plusieurs questions l'ampleur de l'horreur, sur nos effectivités politiques. Parce que en fait, juste ce que tu posais comme question, tu vois, genre la responsabilité de la gauche dans les centres impérialistes, là aujourd'hui, on est en droit de se la poser. C'est qu'est-ce que fait cette gauche-là quand il y a un génocide à Gaza? C'est-à-dire que nous les premiers, tu vois, on peut se poser la question du bilan politique de nos organisations et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre très sérieusement. C'est-à-dire que quand il y a des vies qui s'éteignent là-bas, c'est pas simplement genre des trucs qui s'éteignent sur un téléphone, quoi. C'est genre et nos pays ont leur part de responsabilité là-dedans, sont les premiers en fait responsables de ce qui se passe là-bas. Et juste pour ça, et donc ça, Raza, on en parlera peut-être plus en détail, mais il y a la question des réfugiés. En fait, du coup, les réfugiés au Liban, les réfugiés en Syrie, en Jordanie, ceux qui ont émigré, en fait, la fracture interne, on parlait de trauma colonial, que portent des générations entières d'avoir non seulement été privés de leur terre, mais aussi de leur droit à la résistance. C'est-à-dire que partout où vont ces générations successives de réfugiés, on leur oppose le droit à la résistance. On leur dit parler de l'existence d'une Palestine libre de la mer au Jourdain et d'une résistance armée, comme on peut vous l'apprendre à l'école dans les livres avec la fiche rouge, etc., avec la révolution algérienne, vous n'avez même pas le droit d'y songer. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de liste antiterror, c'est ultra important aussi de se rendre compte que ces listes-là, elles ont un but et un objectif politique simple, c'est de... ce que tu disais, couper la résistance palestinienne de son berceau populaire international. Le berceau populaire, c'est une notion de la résistance palestinienne qui dit quoi? Qui dit que, et c'est une réalité, qui dit que la résistance, elle trouve ses racines dans le peuple. Et qu'en fait, les camps de réfugiés, c'est ce qui va donner naissance à la résistance. Et c'est ce qu'on voit à Gaza aujourd'hui. Le peuple palestinien, malgré tout ce qui lui tombe sur la tête, il reste uni derrière sa résistance. Malgré le fait qu'il y a même des gangs qui sont payés par les sionistes et les impérialistes pour faire des dingueries là-bas. Et en fait, la population ne s'oppose pas à sa résistance. Donc, du coup, les listes antiterror, elles sont créées pour ça, pour le couper de son berceau populaire, de sa base populaire à l'international. Oui, du soutien qu'on peut avoir. Parce que je te fais juste une petite parenthèse pour qu'on se rende compte de l'ampleur de la folie de ce truc de la justification terroriste. C'est-à-dire que là, à Gaza, il y a un génocide. Il y a des gens... On prend un homme, il voit sa femme tuée, ses enfants tués. Il déciderait face à ça de se dire je vais prendre mes armes. On peut le tuer en se disant mais c'était un terroriste. Oui, on parle beaucoup du droit à Israël de se défendre, mais jamais au droit aux Gazaouis de qu'est-ce qu'il peut faire pour se défendre. Il y a ce que tu dis, c'est vrai, et en plus, d'autant plus qu'à Gaza, on ne parle pas de un ou deux membres d'une famille. On parle d'arbres généalogiques entiers qui sont effacés. Il y a des gens qui ont dû quitter Gaza en laissant derrière eux des membres de leur famille. En fait, on n'imagine pas. Et donc, du coup, il y a des gens ici qui leur disent porter des armes pour arracher votre libération, c'est quelque chose de condamnable. Et donc, tu vois, du coup, cette question de liste antiterror, elle est ultra importante. Ouais. Et du coup, c'est la question de la légitimité aussi. Qu'est-ce qui donne la légitimité à un mouvement de libération? Est-ce que c'est l'histoire? Du coup, est-ce qu'on est tranquille de parler des Black Panthers, de la révolution et de la résistance vietnamienne, algérienne, etc. parce que c'est l'histoire, du coup, on craint rien? Ou est-ce qu'en fait, non, c'est foncièrement légitime parce que leur action armée remplit un but politique, en fait, qui est la libération, comment on appelle ça, l'opposition à l'oppression, au colonialisme, etc. C'est ça qui donne la légitimité à une résistance. C'est l'oppresseur qui fixe le niveau de violence. Voilà, il y a ça, mais il y a aussi que c'est à nous de redonner la légitimité, comment dire, d'asseoir la légitimité face à la résistance. C'est pas que de l'histoire. Je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire oui, les Algériens, ils ont bien fait, ou les Vietnamiens, ils ont bien fait. Alors qu'il se passe la même chose, en fait. Il se passe la même chose là, aujourd'hui, à Gaza et partout en Palestine. Est-ce que les gens sont d'accord pour dire que la résistance, elle est légitime? C'est cette question-là. Est-ce que la résistance, c'est la question, c'est à la fois profondément une question philosophique, mais aussi une question très politique et une question, d'urgence, tu vois, d'urgence politique. Et le truc, c'est que c'est difficile mais le FLN, c'était pareil. À l'époque, c'était les mêmes arguments. Parce que c'est trop facile maintenant de dire, tu sais, 60 ans après, t'as plus aucun risque et tout, et dire, ah non, mais le FLN avait raison de résister. Sauf qu'à l'époque, c'était les arguments qu'on donnait. Le FLN est une organisation terroriste. Donc, si vous soutenez le FLN, vous êtes des terroristes. Donc, il y a une criminalisation. Donc, c'est là aussi, c'est l'enjeu actuel. Et ce que tu dis sur les FLN, c'est trop intéressant parce qu'on avait les mêmes contradictions dans la gauche blanche, en fait, à l'époque. C'est-à-dire que le PCF faisait des manifestations avec écrit paix en Algérie. Pas, en fait, libération totale de l'Algérie ou soutien à la résistance algérienne. Non, tu vois. Alors que les militants de base, eux, prenaient des risques, étaient en clandestinité, se faisaient tuer, torturer, etc.
Et on a vu, non, je voulais juste dire, il y en a certains qui ont soutenu ça, mais ils sont assez rares. Il y a des Fernand Yveton, il y a des René Vauthier. Mais pareil pour le Vietnam. Hein. Le Vietnam, ça a été aussi un débat entre victoire vietnamienne ou paix au Vietnam. Quoi. Ça a toujours, de toute façon, cette lutte entre deux voies, entre d'un côté la résistance et de l'autre côté la capitulation, etc., c'est un truc qui est structurant dans les luttes anticolonialistes et qui s'incarne dans les champs politiques des pays colonisés. Là, aujourd'hui, en Palestine, ça se divise en deux. Quoi. Il y a d'un côté un front de résistance nationale qui se bat pour la libération et de l'autre, il y a l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui défend la perspective de la capitulation. Et dans le mouvement de soutien, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui défendent la perspective de la capitulation et d'autres qui défendent le front de résistance pour la libération. Et c'est un enjeu fondamental quand on s'engage en soutien à la Palestine, on doit s'engager autour de perspectives politiques claires qui remettent la centralité, que c'est une question anticolonialiste, anti-impérialiste, etc. Et il y a aussi le truc de la résistance. La résistance se suffit à elle-même. D'accord. Personne ne donne la légitimité à la résistance. Elle est soutenue par le peuple et elle se suffit à elle-même. Et donc du coup, d'où la nécessité, tu vois, d'avoir des maisons d'édition et tout qui publient des textes comme ça et d'avoir en fait de refaire le lien qui a été déconnecté, qui a été délégitimé. Avec ce qui se passe en Palestine. Nos sources, elles se trouver là-bas. Elles se trouvent là-bas. Il y a des quantités de textes énormes. On n'a pas idée du corpus théorique entre les mains de la résistance palestinienne depuis le début. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça aussi que des fois, on a tendance à mettre les mêmes figures, les mêmes mouvements, les mêmes arguments tout le temps, y compris dans nos cercles, en fait. Mais il s'agirait de prendre ce qu'il y a là. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc qui, en tout cas, nous semble super important, c'est-à-dire agir, en tout cas, servir comme les porte-voix, porter la voix de ce qui se dit, de ce qui se fait dans ces espaces-là, sans les trahir et sans les fantasmer, etc. Et une de nos priorités aussi, c'est de mettre en avant des figures populaires au sein des masses issues de l'immigration ici, etc. Plutôt que des figures qui sont bankable ou qui parlent au champ éditorial, au champ militant blanc, etc. Je pense par exemple à un militant qui est ultra important pour toutes les luttes anti-impérialistes qui a été Amilcar Cabral, dont les textes ont assez peu existé en France. Qui est une figure qui est assez peu connue, en fait, même des militants de la gauche blanche, etc. Et qui, par contre, parle mais à énormément de gens lambda, issus de l'immigration, etc. Oui, parce que c'est des figures qui ont joué un rôle mais décisif dans les années 60 et 70 pour ces villas, en fait. Ouais. Et juste une petite parenthèse, les figures bankable sont parfois... on enlève parfois leur radicalité. Par exemple, Mandela... Les gens oubliaient qu'il était dans la lutte armée, quoi. Il se rappelle qu'il était en prison, mais ils savent pas pourquoi. Genre, on ne fait pas les causes de pourquoi il était en prison. Ulrich Meinhof, par exemple. Nous, on a réédité les textes. On n'a pas réédité. On a édité les textes parce qu'il y avait certains textes qui n'avaient jamais été édités en français. Tu vois, il y a vraiment un truc de la gauche blanche européenne qui se souvient d'Ulrich Meinhof comme la journaliste un peu romantique qui s'est fait aspirer par une organisation autour de la lutte armée, mais pas du tout. Ulrich Meinhof, c'est une vraie révolutionnaire, c'est elle qui portait les lignes. Elle a été Juste pour contexte, Ulrich Meinhof, c'était une des leaders de la fraction armée rouge en Allemagne. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que pour Ron Augustin, qui est notre directeur de collection, c'était très important de remettre cette figure là où elle doit être, c'est-à-dire elle appartient à l'histoire révolutionnaire et pas à l'histoire petite bourgeoise romantique comme l'Allemagne pourrait le porter, en Allemagne ou en Europe pourrait le porter. Il y a vraiment un truc de washer, tu vois, la sauce bourgeoise et enlever ce coloris révolutionnaire que peut porter des personnages militants historiques qui nous appartiennent en fait, dans héritiers et qui doivent nous revenir. Vous êtes très discipliné, hein, mais ça on sent les militants. Ça c'est, quand on invite des militants, il y a vraiment un échange de paroles et tout, c'est beau. Sur le chat, il y a quelqu'un qui a écrit qu'on a beaucoup parlé d'Amilcar Cabral hier à La Parole Errante. Qu'est-ce qui se passait hier à La Parole Errante? Et merci du coup, c'est le festival anti-impérialiste Organize, Fight and Win qui a été organisé par plusieurs organisations, l'Action antifasciste. Est-ce que tu peux toutes les Samidoun, Sedek, Luc Panafricaine, Umoja, AFA Paris Banlieue, édition 1er matin de novembre. C'était la semaine. C'était la semaine entière. Ça, et pourquoi je reviens dessus? Parce que
Parce que c'était un événement en fait qui a permis de s'imaginer dans les années 70. Pourquoi ? Parce que déjà il y avait une exposition fantastique qui avait été organisée par les camarades où ils avaient mis plein d'archives, donc des archives qui venaient des années de ces années-là, 60, 70, 80, où on voyait un peu des affiches, des posters, des tracts, des fanzines des mouvements de libération de l'époque. Et puis aussi on avait accès au discours et aux récits en fait de nos camarades qui nous venaient d'Irlande, du Pays Basque, nos camarades philippins, tu vois, qui nous ont parlé de la prison, qui mènent une révolution depuis 55 ans. Et donc il y a eu une table qui a été organisée par la Ligue panafricaine Umoja, qui avait pour thème le panafricanisme, et c'était archi intéressant. Il y a un intervenant qui nous a parlé longuement d'Amilcar Cabral, et il y a un truc que j'ai beaucoup retenu, c'est que Cabral, lui, donc qui était le fondateur du PAIGC, donc le parti qui va amener à l'indépendance la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, qui était contre la colonisation portugaise, c'est ça, et qui a duré longtemps quand on se rend pas compte. Exactement, qui a été le Cap-Vert, c'est l'indépendance, c'est en 75, donc c'est très tard, c'est la dernière vague de colonisation. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, et donc Hugo connaît bien cette histoire parce qu'il est capverdien. Ah, t'es capverdien ? Ouais, je suis capverdien. Ouais. D'accord, ok. Pour ça que Cabral, ça parle. D'accord, t'as fait la pression. Vas-y, tu me bacs alors. Et donc, du coup, dans le même élan que tu vois, va y avoir les décolonisations et les luttes du Mozambique et de l'Angola, tu vois, il y a eu une lutte qui a été menée en tripartie comme ça par les trois. Et Amilcar Cabral, il va avoir un impact décisif. Mais pourquoi il est il a eu un si grand impact dans la gauche révolutionnaire et anticoloniale et tout? Pour deux choses. D'une part, parce qu'il parlait aux masses directement. C'est-à-dire, c'est un mec, il allait dans les campagnes et comme c'est un agronome, il a directement en fait su parler de la révolution et de la nécessité de la libération direct aux masses paysannes. Et avec leurs à termes et tout. Voilà, c'est ça. Mais en fait, du coup, lui, il a fait ça à son époque. Et donc, du coup, on a vu que c'était une clé. En fait, comment nous, on pourrait faire ça aussi ? Et en fait, c'est un truc qui nous fait pas mal gamberger parce que, en fait, on se rend compte que ces figures-là, elles auraient tout intérêt à être connues le plus largement possible et, genre, du coup, y compris dans la rue, tu vois, genre par les bases qui font partie de nos manifs, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, c'est ces figures-là qu'il faut pas arrêter de mettre en avant tout le temps, mais du travail de rue, du travail de... Faut arrêter de croire qu'on va on a tout inventé. Alors, il y a toujours des choses à s'actualiser, mais les anciens ont aussi réfléchi déjà à des questions auxquelles on se posait et on voit pas qu'il y a déjà eu des réflexions sur ça, quoi. Exactement, et moi je pense... Et après Tom. Mais si vous êtes... Je suis discipliné, moi. Ouais, c'est très bien. Mais il a peu parlé, donc... Pas de problème. En fait, quelque chose qui est super intéressant, je trouve, notamment avec des penseurs comme Cabral, c'est que c'est l'actualisation du marxisme par le Sud global en tenant compte des réalités matérielles des pays qui vivent des situations d'oppression coloniale, et notamment ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que Cabral, effectivement, c'est un ingénieur agronome et que du coup il a été en capacité de travailler avec les masses et notamment de penser la question des masses paysannes et de leur rôle dans la libération face à l'oppression coloniale. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont super intéressantes, qu'on a beaucoup reproché au marxisme européen, blanc, occidental, etc., c'est-à-dire de penser uniquement la question industrielle. Mais en fait, les marxistes du Sud global non blancs ont pensé justement cette articulation-là entre... Fanon et ce qu'on appelle le Lumpenprolétariat aussi. Exactement. Et ça, c'est vraiment des choses... Effectivement, on a l'impression que chaque fois qu'on a des discussions, on réinvente la roue. Mais en réalité, ces personnes-là, ils ont déjà réfléchi. Ces débats-là ont déjà existé. Et il s'agit de s'en réinspirer pour essayer de faire avancer nos luttes. Non, c'est dans le même sens pour dire que le livre d'Abache, mais les autres de la collection, c'est pas des hagiographies à la gloire de héros passés où on se dit pourquoi on n'a pas de Cabral, pourquoi on n'a pas d'Abache, machin, mais qu'en fait comprendre que c'est aussi des gens qui ont émergé dans un contexte politique, dans un contexte historique, etc. Et que la pratique politique qu'ils ont mise en œuvre, ils l'ont faite à partir d'analyses concrètes de la situation concrète. Et que nous aujourd'hui, nos tâches, c'est à la fois de servir de ce qui s'est passé il y a un siècle pour que ça enrichisse nos luttes d'aujourd'hui, mais aussi qu'on s'attelle aux tâches d'analyser concrètement aujourd'hui quelles sont nos tâches, quelle est la situation en Palestine, quelles sont les contradictions qui s'expriment, du coup comment on intervient pour essayer de faire progresser la lutte et la ligne politique anti-impérialiste, etc., etc. Et que
c'est un peu ce qu'on essaye de dire dans l'introduction des textes de Habash, c'est qu'il faut pas prendre ça pour du catéchisme en disant alors attends, comment ils ont détourné un avion en 71, bon, c'est pas possible, du coup comment on fait? Non, c'est de comprendre en fait c'est quoi les conditions matérielles aujourd'hui pour construire une gauche anti-impérialiste, et donc ça doit d'abord nous interroger sur qu'est-ce qu'on fait ici maintenant au regard du rapport de force, du contexte, etc. quoi. Et sur la question de pourquoi on n'a pas de Cabral, pourquoi on n'a pas de Georges Habash, etc., etc. Il y a quelque chose aussi, c'est de voir l'espérance de vie des résistants aussi à Raza et en Cisjordanie. Non, mais en vrai, de vrai, c'est un vrai truc. C'est-à-dire c'est que il pourrait y avoir dit Georges Habash, dit Amilcar Cabral dans les tunnels à Gaza. Tu vois, mais en fait, ils ont donné leur vie pour la libération de leur peuple. Il pourrait y avoir en fait dit Mohamed Boudia ou tu vois, Larbi Ben Mehdi ou quoi en Cisjordanie. Mais en fait, ils sont occupés à défendre les camps, tu vois. Et quand tu as toute cette violence impérialiste et sioniste, voilà. Et donc, du coup, c'est des gens qui, en fait, quand tu vois l'âge des martyrs qui tombent là, en ce moment en Cisjordanie, dans la défense des camps, des choses qui sont délégitimées au quotidien. Et en fait, il faut se rendre compte que en fait, c'est des gens qui n'ont pas plus de la vingtaine. Et voir, tu vois, souvent les générations d'au-dessus, leurs parents, soit ils sont encore en prison, soit ils sont tombés martyrs, soit ou alors pas, tu vois. Forcément, mais il y a aussi ce truc, cette rupture de la chaîne qui fait que le fait qu'une résistance, elle dure depuis les années 20-30 pour la résistance palestinienne. Oui, c'est même avant 48, pour les gens, c'est même... mais en fait, c'est ouf de se dire qu'il y a une résistance qui a jamais déposé les armes et qui a jamais refusé, en fait, de lâcher le combat pour la libération de sa terre. Malgré, en fait... Mais avec des hauts, des bas, des défaites, des succès... Mais tout en plus, en additionnant le truc que c'est un peuple qui est fragmenté. Avec 6 géographies différentes, avec le fait que en fait, tu as des générations tout au long de cette histoire de lutte, de résistants, qui n'ont pas pu en fait, avoir le luxe de ce qu'on a nous, c'est-à-dire juste de nous poser et de compter les heures qu'on passe devant des streams, devant des festivals, devant des trucs. Et donc, du coup, ça aussi, c'est une responsabilité qu'on a nous. C'est-à-dire que en fait, on a des fois, nous, les gauchistes, on aime bien se donner un rôle. En fait, jouer un peu, se bomber le torse, on sait mieux que tout le monde et tout, nanani. Et en fait, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui nous est apporté de contexte où ils n'ont pas d'autre choix que la lutte. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une responsabilité qui nous incombe aussi. Mais pour rebondir sur toi, moi, je trouve que parfois, on perd beaucoup de temps dans les débats à gauche de se dire quelle est l'organisation la plus légitime, qui devrait l'emporter, quel est le programme d'après. Et nous, notre position, c'est mais ça, c'est pas notre question à nous, ça. Ça, les Palestiniens, c'est eux-mêmes qui sont les plus à même de savoir ce qu'ils font. C'est eux qui connaissent la situation plus que nous. Donc, c'est à eux de décider. Nous, les problématiques, elles doivent être ailleurs. C'est comment apporter du soutien à la lutte des Palestiniens, peu importe le chemin qu'ils prennent, parce qu'on pense que leur lutte est légitime, quoi qu'il soit. Bah oui, et comment on brise la chaîne de soutien impérialiste au génocide. Enfin, là, l'urgence aujourd'hui, quand on est un militant anti-impérialiste en France, c'est de se dire, il y a Carrefour qui fait du profit sur le dos des Palestiniens en s'implantant en Cisjordanie. Il y a Thales et compagnie qui ont des accords de coopération avec Elbit Systems, le principal fabricant d'armes israélien. Enfin, c'est ça la priorité politique. C'est pas de se dire, attends, mais moi j'aurais mis le point-virgule là plutôt que là dans le programme politique de telle ou telle organisation. Ça, en vrai, on s'en fout. Et en vrai, franchement, ça n'intéresse personne de savoir l'avis de un tel ou un tel sur ce truc-là. Là, aujourd'hui, notre responsabilité, c'est en fait, il y a l'impérialisme français est acteur principal dans le génocide en cours en Palestine, et comment on fait pour l'affronter, quoi. C'est ça l'enjeu. Exactement, et du coup, je reviens parce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui disait comment on rejoint la résistance palestinienne. Et en réalité, en fait, ici en France, on est au cœur de la bête. On est au cœur de la bête, exactement. Et ce que tu dis, Tom, c'est super important, c'est-à-dire que on a un rôle à jouer, on a des moyens et on a des cibles en fait qui existent. Il y a ce que tu disais par rapport à Carrefour, par rapport à la collaboration militaire entre la France. Petite précision, cible, les gens, ça veut pas dire... Non, des cibles politiques. Tu sais, on sait jamais. Les fachos, ils vont te prendre l'extrait, on a des cibles, on a des moyens, ils vont s'imaginer, voilà. Non, c'est le boycott. Voilà, exactement, le boycott de Carrefour, la pression qui est mise sur Thales, qui collabore activement avec l'entité sioniste. Et qui fait des procès à des militants antisionistes. Exactement. Pour leurs actions. Et aussi, du coup, on va peut-être en venir à ce sujet, mais aussi la question de Georges Ibrahim Abdallah, qui est incarcéré dans les prisons françaises. Et du coup, tout ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, doivent nous incomber ici, en tant que militants en France. C'est-à-dire, on doit se saisir de ces tâches-là et les mener à bien, en fait.
Exactement, c'est le rôle premier des militants anti-impérialistes et militants pro-palestiniens ici en France. On va pas demander aux Palestiniens de venir libérer Georges Abdallah, c'est à nous de le faire en fait. C'est à nous. Eh ben, pour aller Il y a un truc intéressant sur. Bon, il y a deux choses. C'est bien parce qu'à chaque fois je veux aller sur Abdallah, il arrive encore. Mais vas-y. Non, t'as raison. C'est passionnant. Vas-y. On parlera de Georges. On va en parler, vous inquiétez pas. Et on fait plein de bisous aux papis et voilà, on kiffe de ouf. Mais et aussi quand on parle de la. En fait, soutenir les prisonniers, c'est soutenir la résistance. Et donc du coup, en fait, tout le temps qu'on passe là à parler de la résistance, c'est aussi en fait continuer la lutte qui les a menés en prison. Mais il y a un truc. C'est ce que tu disais sur le parti le plus légitime, etc. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que pour la résistance palestinienne, il y a peu de fragmentation durant ces, plus de 100 ans de lutte, en fait. C'est-à-dire que c'est un continuum. C'est la grève de 36, des figures comme Asdin Al-Qassam, qui vont être suivies par Arafat, Georges Habash, Kanafani, etc., Wadi Haddad, jusqu'à aujourd'hui avec des mouvements issus de la résistance islamique, etc. En fait, tout ça, il n'y a pas de rupture, c'est une continuité qui se nourrit. Et pour la jeunesse palestinienne, c'est les débats qu'on peut avoir ici, en mode « Ah non, moi je préfère ça, moi je préfère ça, moi je préfère ça ». En fait, il y a une perméabilité de figures de résistance qui est assez intéressante, et même des partis de la résistance qui peuvent mettre une série de portraits, mais que nous, on n'aurait jamais imaginé. Mais parce qu'en fait, ils font partie de l'unité de la résistance palestinienne. C'était sur ça que je voulais revenir. Et ce que tu disais sur le rôle de l'impérialisme français dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et on a parlé tout à l'heure de la reconnaissance de l'État palestinien. Et du coup, on nous présente... nous, on pense que cette question-là, elle est ultra importante. Parce qu'en fait, on nous la présente comme une alternative correcte à un bloc américano-sioniste. Et donc, du coup, on nous dit les gros méchants, c'est le bloc américano-sioniste. Et à côté, il y a la Ligue arabe avec l'Union européenne, dont la France, qui pousse pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ils sont progressistes. Voilà, exactement. Or, en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Ouais. Et les deux se nourrissent entre elles. C'est-à-dire que c'est comme le bon et le gentil, le bon et le mauvais flic. Tous veulent la disparition du peuple palestinien et l'anéantissement de la résistance. Et grâce à Zemmour, Le Pen paraît gentil. Voilà. Et donc, du coup... quand on fouille ce que propose la Ligue arabe et ce que pousse l'Union européenne dans les négociations, et en fait, c'est au désavantage total de la résistance palestinienne sur du très long terme, du très très long terme. Et les dynamiques régionales qui sont en train de s'installer en ce moment, avec le désarmement des camps de réfugiés en palestiniens au Liban, avec le désarmement aussi du Hezbollah au Liban, qui est poussé par l'Union européenne, qui fait pression sur l'État libanais. Et la normalisation aussi de l'Israël avec tous les États arabes. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ouais, exactement. Ouais. Et ce qui se passe aussi en Cisjordanie avec le démantèlement des camps de réfugiés, c'est-à-dire que l'offensive qui se passe depuis près de 140 jours sur les camps, dans toute la Cisjordanie, mais en particulier sur les camps de réfugiés, vise les noyaux de la résistance. Et donc, du coup, en fait, fondamentalement, ce qui est en train de se passer là, ça pourrait amener à la fin d'un chapitre de la résistance palestinienne. Si à Gaza, il y a la mise en place d'un système politique d'une situation où la résistance ne peut plus se développer et est amenée en fait à un niveau de faiblesse extrême, qu'en Cisjordanie, en fait, les camps qui constituent les noyaux sont complètement démantelés, et qu'au Liban, il n'y a plus une arrière-base, et en Syrie, on voit ce qui se passe aussi avec le dépôt des armes de la résistance. On voit qu'en fait, c'est un coup très dur, mais qui est poussé par des régimes impérialistes comme la France, sous couvert de ce que tu disais, tu vois, ça peut apparaître comme des progressistes. Et donc nous, il y a des organisations du mouvement pro-palestinien qui poussent cette solution-là à deux États, notamment, tu vois, tu le disais, le PCF ou d'autres. Et donc, c'est hyper important d'être intransigeant et de faire attention aux moindres détails. Pour le coup, on disait que c'est des virgules qui ne changent pas, mais sur des questions comme ça, c'est ultra important d'être intransigeant sur la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain. Cette question de la libération, elle est ultra importante. On parle de libération et pas de construction d'un État sur des parcelles de terre. Oui. Et alors, juste avant qu'on vienne sur Georges Ibrahim Abdallah et la question des prisonniers, de l'événement du 14 juin. Juste avant, parce qu'il y a plusieurs fois que la question est reposée, ils ont demandé qui étaient les invités. Donc, il y a Tom Martin, tu as fait l'introduction et tu t'es occupé du livre. J'ai participé à rédiger la préface. Je suis un militant anti-impérialiste et pro-palestinien. Alors, le livre, là, vous l'avez ici, les gens, qu'on a beaucoup discuté. Rien n'est plus précieux que la liberté. Texte de Georges Habash. Et ensuite, Hugo et Assia de Premier matin de novembre,
qui sont notamment la maison d'édition qui édite ce livre et plein d'autres livres. Si quelqu'un peut remettre le site de Premier Matin de Novembre, allez-y. Et généralement, je dis aux gens, dans les librairies, essayez de procurer les livres comme vous pouvez. Mais là, non. Quand il y a des maisons d'édition comme Premier Matin de Novembre, les gens, vous achetez. Mais oui, Sam, t'es le meilleur. Voilà, vous achetez. Après, les autres, voilà. Et Adèle de Samidoun, c'est un réseau de soutien aux prisonniers palestiniens. Et là, il va y avoir une action le 14 juin. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais. Je me trompe pas, hein? Non, d'accord. totalement. Ouais. Alors, du coup, le 14 juin, il y a une manifestation européenne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui va avoir lieu à Paris. Donc, c'est samedi 14 juin à 14h, place de la République. Il y a des groupes d'un peu partout en France et en Europe qui vont se déplacer pour l'occasion. Et du coup, pourquoi le 14 juin? Parce que le 19 juin aura lieu une nouvelle audience où les tribunaux français, en fait, ils vont statuer sur la 11e demande de libération de Georges Ibrahim Abdallah. Et donc, du coup, dans le cadre de ce calendrier-là, il nous paraissait extrêmement important de nous réunir le 14 juin. Pourquoi? Parce qu'on sait que la mobilisation, elle a du poids dans ces audiences-là. Mais du coup, il faudrait rappeler qui est Georges Abdallah. Et peut-être que tu veux le présenter, Tom. Ouais, je peux. Georges Abdallah, c'est un communiste libanais qui s'est engagé dans la résistance palestinienne au début des années 70, à la fin des années 60, notamment dans un contexte politique où ce qu'on expliquait tout à l'heure avec 67, la fondation du FPLP. Il était du FPLP? Il a rejoint le FPLP en 71, notamment parce que en septembre 70, il y a ce qu'on appelle Septembre Noir. C'est quand le régime jordanien a chassé les organisations palestiniennes de Jordanie et ont dû partir au Liban parce qu'il y avait une situation de double pouvoir entre le régime et les forces palestiniennes et que le régime qui était inféodé aux intérêts occidentaux ne l'a pas accepté. Et donc l'arrivée de dizaines de milliers de fédayines, donc de combattants palestiniens au Liban au début des années 70 va profondément impacter la scène politique libanaise. Et Georges Abdallah, à cette époque, il a 20 ans et du coup pour lui, il se revendique de gauche. C'est une évidence de rejoindre la résistance palestinienne parce que de ce qu'on a dit, c'est une résistance anti-impérialiste, anticolonialiste, etc. Et donc il rejoint le FPLP en 71 et dans l'occupation israélienne mène plusieurs offensives militaires contre la présence palestinienne au Liban. Notamment il y a l'invasion de 78 où Georges est blessé et après c'est l'invasion de 82, donc c'est le siège de Beyrouth, Sabra et Shatila, l'exil en Tunisie, etc., etc. Il y a le livre de Jean Genet sur Sabra et Shatila. Et donc, Georges Abdallah... Comment? Pas PMN, je suis désolé, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est trop cher. J'adore Jean Genet, c'est pour ça à chaque fois, voilà. Et du coup, Abdallah, dans la lutte contre l'occupation israélienne du Liban et plus globalement dans la lutte anti-impérialiste, il cofonde une organisation de lutte armée anti-impérialiste qui s'appelle les Fractions armées révolutionnaires libanaises, qui vont considérer que, en fait, les massacres qui ont lieu au Liban sont en partie dus au soutien occidental à Israël, et ils vont revendiquer plusieurs opérations armées en Europe contre des agents sionistes et états-uniens, et ils vont revendiquer notamment l'exécution de Yaakov Bar Simon-Tov, un agent du Mossad, et Charles Ray, un agent de la CIA. Et donc Abdallah va être arrêté en 84 à Lyon. Je vous épargne tous les détails. Voilà, tous les détails. Si vous voulez plus de détails, il y a une vidéo de Blas avec Youssef, je crois, Youssef Boussima. Et il y a un film sur YouTube, Fedaïn, le combat de Georges Abdallah, qui est dispo en plein de langues. Et il y a évidemment le livre, l'affaire Georges Abdallah, de Saïd Bouamama sur PMN. Mais au lieu de recommander Blas, il fallait me couper direct. Direct. On est discipliné. Non, on aime bien Blas quand même, ça va. J'avais oublié, oui. Et donc, il est arrêté donc en 84. Il est prouvé qu'il n'a pas participé directement aux opérations pour lesquelles il est incriminé. Mais il y a tout un montage politico-judiciaire. Son avocat de l'époque travaille pour les services de renseignement français. L'administration Reagan fait pression sur l'administration française, etc. Et il est condamné. Petite parenthèse, il y a quelqu'un qui dit salaud de Plenel par ailleurs. Il a quelque chose à voir? Oui, parce qu'en fait, en 87, il est condamné à la perpétuité.
et Plenel, à l'époque qui dirigeait Le Monde, participe à une campagne médiatique de diffamation en liant Georges Abdallah à des attentats terroristes qui se sont passés en 85-86. CIA Qui sont en fait des attentats liés à l'Iran, dans le cadre de la guerre entre l'Iran et l'Irak et le soutien de la France à l'Irak. Enfin bon, voilà. Et Abdallah, donc, dès le premier jour de son arrestation, c'est un prisonnier politique et il est maintenu en détention maintenant depuis plus de 40 ans. Il est libérable depuis 99. Parce que quand on est condamné à perpète en France, c'est pas la perpétuité à vie et on meurt en prison. Normalement, on a une peine de sûreté de 15 ans, 20 ans. Lui, elle se termine en 99. Et depuis, il est la cible d'un acharnement politique où les autorités françaises refusent de le libérer. 26 ans qu'il est libérable. Voilà, et il refuse de le libérer à la fois parce que pour les actions pour lesquelles il a été condamné, qu'il n'a jamais renié la légitimité, mais aussi parce qu'il reste un combattant communiste, anti-impérialiste. Il n'a pas renié ses valeurs. Il n'a pas renié et il est toujours militant. Il fait des grèves de la faim en soutien aux prisonnières et aux prisonniers politiques palestiniens. Il fait des déclarations de soutien au mouvement des Gilets jaunes. Il faut dire son abnégation, quoi, faire tout ça en prison. En fait, t'as fait ta vie en prison, quoi. Et tu renies, même parce que je pense qu'ils ont dû lui dire, tu peux peut-être retrouver la liberté si tu te calmes. Il a dit non, quoi. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Et un truc, moi j'ai la chance de le voir au parloir. Et un truc qui m'avait marqué, c'est que une fois, il nous avait dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai gâché ma vie. Mais en réalité, j'ai réalisé ma vie. Parce que ma vie, c'était celle de lutter pour la libération de la Palestine, d'être un combattant anti-impérialiste. Et je pense que la cause que je défends est plus importante que ma propre liberté. Et du coup, quand on s'engage en soutien à la libération de Georges Abdallah, on s'engage pour la libération de la Palestine de la mer au Jourdain, on s'engage pour la libération de l'ensemble des prisonnières et des prisonniers politiques palestiniens, on s'engage dans la lutte anti-impérialiste. Parce que souvent, les gens ils disent, mais pourquoi ils se tapent une fixette sur Georges Abdallah, il y a plein de prisonniers, etc., etc. Mais en fait, on se tape une fixette parce que c'est aussi une figure politique et c'est son emprisonnement est aussi le croisement de plein de questions, le rôle de la France, les prisons en France, l'alliance stratégique de la France avec Israël, la légitimité de la résistance armée portée par les FARC, etc., etc. Et donc, il est toujours. Je me rappelle aussi, il avait soutenu le comité Adama. Il avait porté le t-shirt Vérité Justice pour Adama. Qui suit extrêmement les luttes, qui est vraiment très très au courant, qui suit l'actualité géopolitique du monde entier et surtout l'actualité, bon évidemment en Palestine, mais beaucoup en France aussi, qui suit. Il y a aussi tout un travail de militants qui lui apporte des informations, qui lui reportent de leur point de vue, de leur point depuis leur grille de lecture du terrain. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement vif politiquement, quoi. Ah oui. Puis chaque fois qu'on va le voir, il demande. C'est quand même un exploit pour quelqu'un qui a passé plus de 40 ans en prison. Mais c'est aussi parce qu'il est soutenu qu'il peut être vif aussi. Parce que nous, plein de fois, il a dit en fait, si j'ai pu tenir autant de temps, c'est parce que j'ai été soutenu. C'est parce qu'il y a un mouvement de soutien à l'extérieur qui me permet de me connecter à l'extérieur et à ce qu'il est, un révolutionnaire. Et évidemment, il serait isolé, ça serait fini, quoi. T'as vu ? Ils sont gentils, hein. Frérot, rappelez aussi que GIA ne peut pas sortir à cause, à chaque fois, c'est aussi les Américains qui font pression. J'aime trop PNM Édition. Et écrivez-lui, il répond à nos lettres, ça donne de force. Donc oui, c'est possible aussi de l'écrire. Et le 14 juin, Ouais, du coup, 14 juin, c'est la manifestation européenne pour exiger sa libération. Et donc, du coup, c'est hyper important de répondre présent à l'appel. C'est une manifestation qui va regrouper, donc, on a dit, plein de groupes en France et en Europe. Mais du coup, comme tu le disais, Tom, en fait, Georges, il voit, et tu le disais aussi, Assia, il voit tout ce qui se passe à l'extérieur. Il reste extrêmement connecté avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il va voir les photos que vont lui apporter les camarades au parloir. Et il va avoir des retours, en fait, de cette mobilisation-là. Et c'est extrêmement important et ça pèse dans le dossier aussi. Et le jeu du mouvement de solidarité avec les prisonniers, c'est de rendre coûteux pour les puissances qui détiennent des prisonniers politiques l'enfermement. Parce que ce qui était coûteux pour ceux et celles qui enferment nos camarades, c'est la liberté. C'est que c'est parce qu'ils avaient un leadership politique et militaire, ils avaient un rôle fondamental dans la résistance qui les puissances coloniales et impérialistes les ont emprisonnés. Mais donc du coup, il faut rendre coûteux leur emprisonnement et donc du coup, en faire une figure incontournable et de se mobiliser activement, c'est quelque chose d'important. Mais vas-y si tu voulais rajouter un truc.
Je t'ai peut-être coupé, oui. Non, mais je voulais dire, donc, cette manifestation, c'est à l'appel de la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Et ce qui est important de souligner, c'est que, en première instance, le tribunal d'application des peines a rendu un jugement favorable à sa demande de libération et a notamment souligné qu'il y avait une mobilisation extrêmement importante qui s'était développée ces dernières années. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Georges Abdallah, par le travail militant d'une poignée de personnes depuis des nombreuses années, aujourd'hui, c'est une cause qui est soutenue par quasiment toute la gauche sociale et politique. Il y a tout un tas de parlementaires qui vont le voir, etc., etc. Ce que je pense qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, sa libération, elle est à notre portée. C'est pas un truc, on se tape une perche, c'est impossible. Non, c'est possible aujourd'hui. Et ce serait quand même une victoire. Ça serait une victoire, et ça serait aussi une victoire de la résistance palestinienne. Donc là, c'est un marathon, ça fait des années qu'on est dessus, mais là, c'est la dernière ligne droite. Donc il y a un enjeu à se mobiliser, il y a un enjeu que quand on est dans une association, un syndicat, un parti, on demande qu'il y ait des déclarations de soutien qui soient faites. Je sais pas, moi, vous pouvez faire un rassemblement, projeter Fedaïn, vendre le livre de Bouamama, etc. Et que le 14 juin à 14h à la République, on soit le plus nombreux possible pour faire une démonstration de solidarité et montrer que non seulement Georges Abdallah, après 40 ans de détention, il n'a pas été oublié, mais il y a une toute nouvelle génération de militantes et militants anti-impérialistes qui s'est aussi formée dans le combat pour sa libération. Et pour moi, c'est aussi sa plus grande victoire politique aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a tout un tas de jeunes qui scandent « Georges Abdallah, tes camarades sont là ». Et c'est la défaite de la France qui avait essayé de le rendre infréquentable, qui tombe dans l'oubli, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une figure incontournable de la gauche anti-impérialiste, alors que en fait, il est rentré en prison comme un simple combattant de la résistance palestinienne, comme il y en avait des centaines, quoi. Et il y a un truc qui est important de rappeler pour nous, c'est que les prisonniers, c'est une des priorités pour la résistance palestinienne d'arracher leur libération. Et donc, du coup, nous, en tant que mouvement de solidarité, ça doit être une de nos priorités aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction à s'opposer au génocide, à la colonisation et à œuvrer pour la libération, à comment dire, massifier le mouvement de solidarité avec les prisonniers palestiniens, parce que c'est vraiment une priorité. Et ce qui se joue à Gaza, c'est ça. C'est la résistance dans les négociations n'arrête pas de dire à chaque fois. Et une des choses qui rajoute à la liste, et sur laquelle ils ne transigent jamais, c'est la libération d'un nombre déterminant en fait, de prisonniers condamnés à la perpétuité, etc. Et en Palestine aujourd'hui, il n'y a pas de prisonnier qui est enfermé depuis aussi longtemps que Georges. Oui. Donc dans les prisons du pays dans lequel on vit, d'accord, c'est en France, d'accord. Ouais, donc le plus vieux prisonnier de la cause palestinienne, il est en France. Il est en France, il n'est pas en Palestine. Et donc du coup, nous aussi, on a notre rôle à jouer, et c'est soutenir la résistance que de se mobiliser pour sa libération. Il y a un truc que tu dis. Tu dis que Georges, il dit que il s'est accompli, ou alors c'est ça, il a réalisé sa vie. Il y a beaucoup de gens qui pourraient en fait du coup se délester d'un poids. Je pourrais se dire, mais après tout, il a accompli sa vie. Il a plein de projets pour les autres. La question qu'on doit se poser, c'est nous, est-ce qu'on l'accomplit ou pas? C'est en fait quand il y a quelqu'un qui a fait 40 piges de prison qui dit ça, qui dit en fait, moi j'ai pas gâché ma vie, je l'ai réalisé. La question qu'il nous renvoie, c'est vous, qu'est-ce que t'as fait voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Mais ça, c'est pas une question. C'est pas une question. Oui, et non plus culpabilisante. Politique. Mais c'est ça. J'allais venir sur ça parce qu'il y a un mot que vous avez répété plusieurs fois et que nous on insiste beaucoup sur ça, c'est le mot responsabilité. Parce que nous on déteste le truc de culpabilité parce que déjà un truc. Tu vas t'auto-flageller, tu restes dans le truc, pauvre de moi, alors que le mot de responsabilité, il est très très important, surtout de notre part. Dire notre mode de vie repose sur cette domination, donc et il n'est pas question de dire de pleurer, de souffrir. Il y a une responsabilité à prendre là-dessus. Je veux dire une phrase très télé. Je veux dire on touche à la fin, donc j'ai encore 2 questions. T'as vu, ça fait classe, hein. Pas mal. Quel regard vous portez sur les mobilisations actuelles? Tu en as parlé un petit peu au début. Avec le génocide en cours, il y a quand même le point positif, entre guillemets, c'est que la Palestine redevient sur le devant de la scène. Et j'ai l'impression qu'il y a une forte politisation, beaucoup de la jeunesse, et aussi de pans de la société qu'on ne pensait pas. Je pense que le succès de Tzedek, c'est quand même impressionnant. Et c'est pas anodin que ce soit énormément de jeunes. Parce que je pense que Tzedek a répondu aussi à une attente de beaucoup de jeunes juifs qui se sentaient mal à l'aise par rapport à ce qui se passe avec la Palestine et qui ne savaient pas comment exprimer ce malaise et soutenir la Palestine et tout. Surtout qu'on a déjà fait une émission sur le sujet, je vous invite à aller la voir, sur soutenir la Palestine quand on est juif, comment ça peut être aussi dur dans le milieu familial, dans l'environnement et tout. Donc comment vous voyez ce retour sur le devant de la scène et les jeunes qui le portent?
et aussi le regard sur la répression énorme qu'il y a, notamment Urgence Palestine. Et il y a aussi l'action là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis des infos. Vous savez qu'il y a Rima Hassan avec Greta Thunberg qui est allée en Palestine. Et là, pour l'instant, il n'y a plus de nouvelles. Et apparemment, ils vont être interceptés, arrêtés et tout. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ça. Qui veut commencer, comme vous voulez? Il y a un truc. Adèle. Je réponds juste à Georges. La frite molle. Oui, Georges, il est plus ancien que certains Palestiniens dans les prisons israéliennes. Dans les prisons sionistes. C'est le plus ancien. Là, Mohamed Altos, qui était incarcéré depuis 1985, était le plus ancien, était le doyen des prisonniers. Il a été libéré grâce à l'accord d'échange en janvier 2025, arraché par la résistance. Donc, allez checker, renseignez-vous, prenez pas ce qu'on dit pour des faits et tout, mais en tout cas, voilà. On vous invite à parcourir le site Samidoun, vous avez plein d'informations sur les prisonniers palestiniens et palestiniennes. Si quelqu'un peut le mettre dans le chat. Sur la question des mobilisations, l'émergence d'Urgence Palestine, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que du coup, c'est ce que nous a donné en fait le contexte actuel. C'est le fait que la diaspora palestinienne reprenne la main sur le mouvement de solidarité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On ne pourrait pas imaginer un mouvement de solidarité avec la lutte du Kurdistan qui ne serait pas mené par les organisations kurdes. Ouais. En fait, ça, c'est pas possible. Les Tamouls, ils gèrent leur mouvement de solidarité. Et on pourrait égrener les choses comme ça, etc. Et en fait, Urgence Palestine, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi qu'il est attaqué durement par le gouvernement français. C'est aussi un mécanisme qu'on a vu contre le réseau Samidoun en Allemagne, qui était en fait un réseau, qui était la section uniquement constituée de réfugiés palestiniens de la première génération, issus des camps de réfugiés en partie... donc genre au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc. Et quand la diaspora en fait essaye de reprendre la main sur le mouvement de solidarité avec ses propres termes, avec aussi son propre agenda, c'est ce qui est le plus dangereux pour les puissances impérialistes comme ça. Donc vraiment, enfin, une des choses les plus importantes de la séquence actuelle, c'est l'émergence de Urgence Palestine, on pense. Non, moi je suis d'accord, mais même, bon, évidemment, Urgence Palestine, on va dire, c'est la partie émergée de cette nouvelle génération, mais il y a quand même tout un tas de nouveaux collectifs, de nouvelles organisations. Il y a eu tout un tas de lycées, d'universités qui se sont mobilisés. Enfin, nous, à Toulouse, il y a un lycée qui a bloqué son lycée en soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Ah ouais. Si on m'avait dit en 2022 qu'il y a des lycéens qui allaient bloquer leur bahut pour Georges Abdallah, je l'aurais pas cru. Donc, il y a... C'est mignon. Bah, non, mais ça veut dire quelque chose de cette génération qui, là, s'est politisée sur les questions anti-impérialistes et anticolonialistes. Les étudiants aussi, beaucoup. Et, ouais, les étudiants, etc. Et que, pour moi, l'enjeu, c'est déjà de penser que c'est un marathon. Donc, ça doit s'inscrire dans la durée, que notre force, c'est d'abord l'organisation collective. Donc, il y a un enjeu à ce que ces cadres, ils se pérennisent et ils s'inscrivent dans la durée, etc. Et après, par rapport à la répression du mouvement de solidarité, pour moi, ça exprime deux choses. Ça exprime d'abord l'alliance stratégique de la France avec Israël, et qu'en réalité, c'est pas Israël contrôle le monde, mais la France défend ses propres intérêts en criminalisant le mouvement de solidarité, parce que en fait, la France, ce qu'elle veut, c'est que le business se passe bien, et qu'elle veut pas voir émerger un mouvement qui conteste la légitimité d'Israël, qui conteste. C'est pas par amour du peuple juif. Non, elle n'a rien à faire. Oui, ils s'en foutent. Elle a une longue histoire d'antisémitisme, la France. Enfin, voilà. Faut rappeler ça souvent, quoi. Et donc ça, c'est un des aspects. Et pour moi, c'est un peu ce que disait Adèle, c'est que le deuxième aspect, si en France, en Allemagne, il y a la plus grande répression contre le mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est qu'en Allemagne, c'est la plus grande communauté palestinienne d'Europe, et qu'en France, c'est la plus grande communauté arabe et maghrébine d'Europe, et donc la répression vise aussi à empêcher l'auto-organisation des non-blancs autour d'orientations anti-impérialistes, anti-sionistes, qui lient la question de ce qui se passe dans le monde arabe et en Palestine en particulier avec la politique raciste, islamophobe d'État. La répression dans les mosquées et tout, il y a ça aussi. Bah oui, c'est exactement dans les ça. trucs, c'est d'empêcher les imams de parler de Palestine, tout ça. Et il y a plusieurs mécanismes qui sont utilisés pour ça. Il y a évidemment l'apologie du terrorisme dont on a parlé. Il y a aussi la question de l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme.
c'est un enjeu parce qu'il y a une loi qui est en train d'être discutée, qui a été portée par Caroline Yadan, soutenue par Hollande, par LR, par le RN, qui veut assimiler antisionisme et antisémitisme. Et là, aujourd'hui, il faut aussi que ce truc soit clair. Nous sommes antisionistes et fiers de l'être. Il n'y a aucun problème à être antisioniste. Ça veut dire être anticolonialiste et être antiraciste. Et il faut faire un combat aussi politique contre ce truc d'association qui s'appuie sur une définition de l'antisémitisme d'un institut international qui associe 7 exemples sur 11 à Israël. Là, ce qu'ils veulent faire voter à l'Assemblée nationale, c'est de dire la création d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste, c'est être antisémite. Dire From the river to the sea, Palestine will be free, c'est être antisémite. C'est ça l'enjeu. En réalité, l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas permettre l'émergence d'un discours qui soit qui conteste le discours gouvernemental sur la question palestinienne. Et tout le monde est concerné. Donc c'est important de se mobiliser. Je fais une petite parenthèse avant que vous interveniez. Il y avait 2 points que je voulais aborder sur la répression. Il y a bientôt la vidéo qu'on a fait avec Paul Donner sur Abderrahman Ridwan, qui est le président de la mosquée de Pessac, qui est poursuivi, qui a été condamné. Ils veulent l'expulser de France parce qu'il a pris des positions pro-palestiniennes et il refuse de renier ses positions pro-palestiniennes. Et il a aussi critiqué l'impérialisme de la France en Afrique et tout. Donc c'est aussi des luttes importantes et sur lesquelles la gauche est parfois peu présente parce que c'est un peu mal vu de défendre. En plus, c'est même pas un imam, hein, c'est même pas un, mais il est président de la mosquée et tout, donc c'est un peu mal vu. Donc ça, c'est aussi des trucs importants à faire. Et aussi les gens, là tout à l'heure, on était tous à la manif en hommage à Clément Méric. Alors moi, les manifs en plus avec la FAP Paris Banlieue, pour moi, c'est les meilleurs manifs. Les gens, c'est vraiment les plus folles, quoi. C'est vraiment, il y a une ambiance de ouf. Après, je suis un peu déçu sur le nombre. J'espère que l'année prochaine, on sera beaucoup plus. C'est aussi un rendez-vous très important parce que c'est là où il y a vraiment une gauche qui n'a pas peur d'assumer son anti-impérialisme, qui n'a pas peur d'assumer aussi son antisionisme quand on voit comment dans certaines parties de la gauche, c'est très difficile. Donc, ouais, vas-y. Exactement, Hugo. et sur ça, je voulais rebondir parce que du coup, on a parlé de la criminalisation du mouvement par l'État, etc. Mais il y a aussi toute une bataille, je pense, qui a été gagnée de par la mobilisation des groupes antisionistes et notamment de groupes comme Tzedek au sein du milieu militant contre les groupes qui s'affiliaient à la gauche révolutionnaire pendant longtemps et qui sont des groupes sionistes qui font du travail de propagande énorme pour essayer de criminaliser l'antisionisme et les prises de position antisionistes d'énormément de groupes politiques. On va pas dire le nom, mais tout le monde sait de Tout qui le on monde sait parle. de qui on parle. Ouais. Et la réalité, c'est que grâce à la mobilisation d'énormément de militants conséquents sur la question palestinienne, ces personnes-là ont été complètement minorées. Mais en fait, la menace, elle existe toujours. C'est-à-dire que c'est toujours très très important de rappeler que notre position antisioniste, c'est pas de l'antisémitisme et que on le défendra coûte que coûte et que ça bougera pas, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est toujours important de rappeler parce que on peut très vite basculer dans des situations comme c'est le cas par exemple en Allemagne où en fait des groupes typiquement en Allemagne il y a des groupes qui s'appellent des groupes anti-Dutch qui ont réussi à imposer leur ligne au sein de la gauche révolutionnaire et notamment de la gauche antifasciste en se positionnant justement en faveur de l'État d'Israël. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le président de la mosquée de Pessac, il est peu soutenu, etc. Parce que je pense qu'il y a un truc qu'il faut combattre, c'est que dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, on a tendance à soutenir que les gens qui nous ressemblent ou que les gens avec qui on est 100% d'accord. Et on comprend pas qu'en fait l'enjeu quand on soutient quelqu'un, c'est que d'abord on combat les mécanismes de la répression. Donc quand on soutient le président de la mosquée de Pessac, on combat l'assimilation de l'antisionisme et l'antisémitisme, on combat l'apologie du terrorisme. Et c'est important de faire bloc en soutien à toutes les personnes qui sont réprimées pour leur engagement pour la Palestine. Là, il y a un procès le procès d'Anas Kazib le 18 juin. Il y a un rassemblement à midi là, à la porte de Clichy. C'est important de se mobiliser en soutien à Anas, mais pas seulement en soutien à Anas, en soutien à toutes les personnes qui sont réprimées. Et il y a eu des procès à Montpellier pour Abdelk, par exemple, un militant décolonial, Jean-Paul Delesco de la CGT. Il y a des imams, des présidents de mosquées. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. La grande majorité, c'est des anonymes, des gens qu'on connaît pas, qui sont pris des perquiches chez eux parce que ils avaient fait un post sur Facebook de soutien à la Palestine, etc. Et donc, il y a un enjeu à faire bloc en soutien à tout le monde. Et notamment en combattant de manière ferme et en remettant en cause la question de l'apologie du terrorisme et la question de l'assimilation antisionisme et antisémitisme. Et dans la période, c'est une des tâches très importantes du mouvement de solidarité avec la Palestine, à mon avis.
Il y a un cas qu'on n'en a pas beaucoup parlé et je sais pas si on aura le temps d'en parler, Tom, mais c'est la dissolution du collectif Palestine Vaincra. Ils l'ont dit dans le chat d'ailleurs. Ouais. Et qui est un cas emblématique de comment la France traite le soutien aux Palestiniens et la question de la résistance aux questions sionistes. Bon, je dis ça juste ça, et je pense que tu es mieux placé que moi pour pouvoir en parler. Peut-être tu vas en parler maintenant ? Non, moi j'ai juste une question. Est-ce que c'était aussi en même temps que la menace, en même temps que les soulèvements de la terre ? C'était avant. Ah, c'était avant, d'accord. Alors juste parce que je ne l'ai pas dit, mais moi je suis un ancien membre du collectif Palestine Vaincra, donc qui est une organisation qui a été dissoute en février 2025, mais c'est une procédure qui date de février 2022. Donc voilà, et ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, déjà c'est avant que ça devienne un peu mainstream de la dissolution, on était un peu sur l'élargissement des procédures dans la dernière séquence qui était vachement portée sur les organisations musulmanes, les organisations qui luttaient contre l'islamophobie, Baraka City, etc. Le CRI aussi. Et, ah oui, ils ont été dissous. Ouais, la coordination. Mais je savais même pas. Voilà. D'accord, c'est ouf. Et nous, on a été la cible d'une procédure de dissolution aussi parce que, en fait, le mouvement de soutien à la Palestine en 2022 n'avait pas le visage qu'il a aujourd'hui en 2025. On était dans les rares organisations qui portaient un antisionisme radical, un anti-impérialisme, etc. Et ce que je pense qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous, la procédure, elle a été lancée. On nous a dit qu'on incitait à commettre des actes terroristes, qu'on était des antisémites, etc., etc. Et 3 ans après, on finit par être dissous parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un manque de modération des commentaires de tierces personnes sous nos publications. Ils ont fait Facebook. ça avec le CCF aussi. Hein. Voilà. Et non, mais ça veut dire en fait qu'en définitive, ils ont un arsenal législatif qui permet de dissoudre à peu près tout et n'importe quoi. Et ce qui est, à mon sens, important, c'est de comprendre que la dissolution, c'est jamais une arme pour les militants. Oui. Parce qu'en fait ça se retourne toujours contre nous. Oui. Parce que les dissolutions, ça a été mis en place en 36 contre les ligues fascistes. En 37, c'est l'étoile nord-africaine qui se fait dissoudre par le Front populaire. Et donc depuis l'origine, c'est une arme contre les organisations anticolonialistes, contre les organisations de la gauche révolutionnaire, etc., etc. Et qu'il y a un enjeu pareil à remettre en cause le mécanisme de la dissolution et d'arrêter de demander la dissolution des groupes d'extrême droite. C'est ce qu'on avait dit avec se tirer une balle dans le pied et qu'il faut remettre en cause le dispositif en tant que tel. Et là, il y a la jeune garde antifasciste, il y a Urgence Palestine, ouais. Il faut faire bloc, il faut les soutenir, et c'est hyper important, et ça doit être une bataille qui concerne tout le monde, parce que là, ça va être eux, et après, ça va s'élargir, et toute organisation qui conteste la politique gouvernementale va être potentiellement la cible. Donc c'est hyper important qu'on gagne cette bataille. Au QG, on avait écrit un article pour la dissolution de Génération Identitaire, et on avait dit exactement ça, on n'est pas triste. Mais est-ce que c'est vraiment une victoire ? Parce que déjà, c'était pour racheter, en gros, regardez, mais on n'est pas que islamophobe. Hein. On dissout le CCF, mais on dissout aussi Génération Identitaire. Donc on est en mode, mais ça, les gens, ne vous laissez pas berner. Et en plus, est-ce qu'on va demander à l'État qui diffuse des idées d'extrême droite de nous défendre contre l'extrême droite ? C'est une blague, surtout quand on voit maintenant en plus l'extrême droitisation de l'État, du gouvernement et tout. Donc c'est toujours un truc, les gens, faut pas compter pour combattre le fascisme. Faut pas compter sur le gouvernement. Il faut arrêter ce truc de la dissolution parce que ça va toujours nous retomber sur la gueule. Et moi, je voudrais juste revenir sur la répression. Donc tu as parlé de la répression en France, mais aussi on a parlé longuement de Georges Abdallah qui est enfermé depuis 40 ans dans les prisons françaises. Il y a d'autres Palestiniens et il y a d'autres militants de la cause palestinienne qui sont incarcérés dans les prisons impérialistes. Il y a Hanan Yahish qui est incarcéré depuis août 2024, depuis plus d'1 an, dans les prisons italiennes. Il y a aussi un prisonnier en Allemagne qui s'appelle Mossab Abou Atta, qui est un militant de la jeunesse palestinienne, etc., qui était très très impliqué et qui, lui, est incarcéré depuis plusieurs mois. Et il y a aussi des militants comme les Filton 18, qui sont des militants de Palestine Action, qui font du sabotage et de l'action directe contre les usines d'Elbit et d'armement, qui sont donc 18 à être incarcérés en Angleterre. Il y a les Holy Land 5, qui sont des militants caritatifs et associatifs humanitaires incarcérés et condamnés à 65 ans de prison, je crois, aux États-Unis. Et il y a aussi les étudiants des campus de Columbia, des universités, etc., qui sont incarcérés. Donc en fait, on voit que la répression, elle prend corps en fait dans les cœurs impérialistes. Donc via la dissolution, l'apologie, etc., mais aussi
par l'enfermement. Il y a des pays où en fait il y a des Palestiniens, des Palestiniennes qui sont incarcérés, on ne le sait pas publiquement. Il pourrait y en avoir en France, il pourrait y en avoir en Suède ou ailleurs. Et donc du coup c'est extrêmement important de soutenir ces prisonniers-là. Et puis il y a autre chose, c'est que pourquoi c'est hyper important en fait de soutenir des prisonniers comme Hanan Yaïch ou comme d'autres, c'est que l'État là s'en prend à la diaspora palestinienne nouvellement arrivée en Europe. Et donc ils sont en train de tester des procédures, ils sont en train de tester des moyens de répression. Si le mouvement de solidarité avec la Palestine ne fait pas bloc derrière ces prisonniers-là, en fait c'est une catastrophe qui va arriver à long terme, même à moyen terme. Parce que par exemple la justice italienne là, ce qui se passe c'est un procès politique. Dans le cas de Hanan Yaïch, ils sont en train de... Hanan, lui, a choisi de faire un procès politique. Et donc, du coup, il défend le droit à la résistance par le peuple palestinien. Et donc, c'est ça qui est en train d'attaquer la justice italienne. Pour nos camarades en Italie, ce qui se joue actuellement, c'est la défense de la résistance du peuple palestinien. Et donc, du coup, quand on dit défendre les prisonniers, c'est défendre la résistance, c'est de tout cela qu'on parle, quoi. Mais... Comme dit dans les commentaires, la luminosité est en train de baisser. Les gens, vous voyez que c'est en travaux notre plateau. Donc, on n'a pas encore installé les lumières. Donc, moi, je vous propose, avant qu'on soit totalement dans le noir, pour que cette vidéo elle soit aussi regardable sur YouTube, qu'on passe à la conclusion. Moi, donc, il y a la question classique, que faire? Et je propose aussi, si vous avez quelque chose à dire, un dernier truc, on a peut-être oublié tout. Est-ce que ça veut dire qu'on fait un dernier tour de table aussi, les promos, voilà. On commence par toi, Tom. Bah, moi, que faire? Il faut continuer de se mobiliser. Voilà, il faut continuer de s'organiser, se mobiliser, résister. D'abord, on soutient la résistance du peuple palestinien. Donc, l'échéance du 14 juin pour Georges Ibrahim Abdallah, c'est l'échéance là de la semaine. Donc, à 14h à République à Paris. Et si on n'est pas à Paris, bah, il faut en parler sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas faire des rassemblements locaux, organiser des projections de Fedaïn, le combat de Georges Abdallah, qui est dispo sur YouTube. Et par rapport au livre de Georges Habash, Rien n'est plus précieux que la liberté, bah, évidemment, il faut le commander sur PMN Édition, mais aussi, n'hésitez pas si vous voulez faire une présentation dans ils peuvent te contacter. On peut, ou la maison d'édition ou moi, on peut faire une présentation du bouquin là où vous êtes. C'est aussi l'occasion de discuter d'antisionisme, anti-impérialisme, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en soutien à la Palestine. Donc voilà, en vrai, il y a plein de trucs à faire. Oui, genre Amilcar Cabral, mais d'ailleurs, toute la maison, la maison d'édition, premier matin de novembre. Mais à toi, Assia. Absolument, il ne s'agit pas de l'acheter pour le faire le mettre sur sa petite table de chevet et le laisser prendre la poussière. Il s'agit de le faire vivre, donc créer de l'événement, de la discussion, du débat autour. Que faire? Il faut rejoindre les axes de résistance, les organisations pro-palestiniennes, les organisations anti-impérialistes, les organisations antifascistes, créer du débat. Je reprends la phrase d'un camarade à moi qui le dit souvent. Chaque fois qu'on arrive à ramener une personne qui n'a jamais milité dans nos organisations, c'est une victoire. Et j'insiste absolument là-dessus. Il faut aller parler aux gens et pas aux gens qui nous ressemblent, pas aux gens dans nos petits milieux. Il faut vraiment ouvrir et tendre vers l'extérieur. Voilà pour le que faire. Pour dernier mot, oui, c'est ça. Si tu as aussi quelque chose à rajouter, qu'on a oublié, il y a quelqu'un qui a mis le site. Achetez nos colliers, voilà. Il y a le site, il y a le collier, 13-12, il y a le lit, il y a plein d'autres livres. Allez voir vraiment la production de Premier Matin de Novembre. Il y a aussi des gens qui ont mis le lien pour le film Fedaïn. Voilà, donc merci beaucoup le chat pour votre participation. Hugo? Moi, très rapidement, je dirais, je pense un moment très important de cette émission de ce soir, c'était de rappeler la nécessité de se responsabiliser ici, depuis le cœur de l'Empire. Et du coup, je finirai juste avec une phrase que Fanon disait à l'époque déjà, qui est que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui. La Palestine, ouais. Exactement. En ce qui concerne la lutte pour la libération de la Palestine et pour le soutien à la résistance palestinienne. Et Adèle pour Samidoun, pour terminer. Ouais, répondre présent à la date du 14 juin pour la manifestation pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, se mobiliser contre la dissolution d'Urgence Palestine et de la Jeune Garde, et jamais transiger sur le fait que la résistance palestinienne est légitime dans son combat pour la libération de la mer au Jourdain. Et ça, c'est une chose essentielle. Ça a beaucoup parlé des dockers
sur le chat. C'est hyper important parce que faire? En fait, il y a une des clés qui nous a échappé jusqu'à présent, c'est la mobilisation du milieu syndical. Il ne s'agirait pas de leur jeter la pierre parce que voilà, il y a une réalité qui est la leur, mais il n'empêche qu'ils détiennent une des clés du verrou impérialiste. Et donc, du coup, en fait, la mobilisation des dockers qu'on a vu qui refusaient, en fait, qui ont bloqué le port pour pas laisser passer du matériel militaire en partance qui pouvait être utilisé dans le génocide, ça c'est ultra important. Et donc on sait qu'il y a des camarades qui font cet effort-là auprès du milieu syndical et c'est hyper important qu'ils répondent. Juste pour la flottille. Oui, sur la flottille de la liberté, nous on voulait juste dire un truc parce qu'on savait que tu allais nous poser la question et nous la question de la mer Méditerranée elle nous pèse, pour nous elle cristallise énormément de choses en tant que en fait, scène ouverte de l'impérialisme. Et c'est pas juste un mot, c'est comme le désert du Sahara en fait. C'est un cimetière dans lequel en fait Frontex laisse des gens et est responsable de la mort de dizaines ou de centaines de milliers de migrants qui tentent de personnes qui tentent de franchir cette forteresse là. Et le fait qu'il en fait, y ait une flottille de militants qui en fait, fassent ce voyage-là pour briser un siège sur un endroit où il se passe un génocide et qui soit sur son chemin-là, il rencontre en fait, des embarcations de gens qui sont en train de en fait, jouer leur vie pour franchir le mur de la forteresse et arriver en Europe. Ça c'est ultra révélateur de ce qui se joue dans les pays dans lesquels on vit. Et du niveau de responsabilité, encore une fois, que ces pays-là ont dans la situation dans le sud global. C'est la mer Méditerranée, c'est un cimetière à ciel ouvert et qu'on parle beaucoup de la flottille de Gaza parce qu'il y a Rima Hassan, etc., parce que c'est une épopée courageuse, etc., tout ce qu'on veut. Mais cet espace de cristallisation de l'impérialisme, il était hyper important pour nous de le soulever. Je trouve que ce qui est intéressant sur la Palestine, et ça peut répondre aussi aux critiques que font certains avec l'idée que ça peut invisibiliser d'autres luttes, c'est à travers la Palestine parler de l'impérialisme et donc de toutes les autres causes. Je pense que c'est aussi important, c'est pas seulement la Palestine qui est en jeu, c'est la condition de toutes les populations du Sud qui souffrent de l'impérialisme dont la Palestine est un symbole. La Palestine, elle n'a jamais été plus trahie que par les régimes réactionnaires arabes qui lui plantent des couteaux dans le dos. Et c'est des mains de gens qui peuvent ressembler aux gens qui sont en train de se faire massacrer à Gaza, qui plantent des couteaux dans le dos, qui sont aussi responsables de ce qui se passe là-bas. Et la résistance palestinienne a été nourrie par l'apport de peuples d'Asie, de peuples d'Afrique, de peuples d'Amérique latine. Oui, donc en fait, entre eux. c'est ça, c'est une cause qui est fondamentalement internationaliste. Et c'est Hassan Kanafani qui avait cette formule-là qui disait que la lutte de libération nationale palestinienne n'est pas une cause uniquement arabe, mais elle est la cause de tous les opprimés à travers le monde. Mais comme ce qui se passe au Congo aussi actuellement, c'est-à-dire que c'est jamais contradictoire. Voilà. C'est ça. Pourquoi en fait tu as des Cubains qui sont allés au Vietnam s'engager dans la jungle, etc. Parce qu'en fait ils étaient reliés de manière charnelle à ce qui se passait là-bas. Et c'est pour ça aussi qu'avoir accès à des textes comme ça, ça nous fait plonger dans tout cet héritage-là et ça donne aussi, moi j'arrête pas de remettre l'accent sur la légitimité, mais ça nourrit ce truc-là. Oui, ils disent les Émirats Arabes Unis qui ont soutenu la proposition. Il faudrait faire une émission complète surtout, parce qu'il y a aussi des gens qui ont demandé le Maroc et Israël. Oui, alors il faudrait inviter des spécialistes et tout. Mais parce qu'en plus, les gens, surtout la critique que nous font les gens, c'est vous parlez pas des pays arabes comme si. Mais je veux dire, les gens, on sait très bien la trahison. On les termine en permanence. Oui, je veux dire, nos gouvernements ne se représentent pas les volontés du peuple, les aspirations du peuple. Et notamment au Maroc, parce que la population marocaine est encore très pro-palestinienne. Sur le Maroc, juste, nous, on aimerait saluer un prisonnier qui a été libéré il y a quelques mois, qui s'appelle Ismaël Razaoui, qui fait partie de la campagne BDS Maroc. Merci. Et donc, en fait, oui, les masses populaires au Maroc, en fait, elles soutiennent corps et âme, en fait, le peuple palestinien et la résistance palestinienne fondamentalement, et que le régime marocain, c'est un régime réactionnaire qui, mais même traditionnellement, en fait, n'a jamais fait autre chose que de soutenir le régime sioniste. Et donc oui, ça, c'est une évidence. Oui, on n'est pas dupe de ça. Quoi. Genre, comme on est arabe, on va rien dire. Bah non, on adore. Bah écoutez, on va terminer là. J'espère que ça vous a plu dans le chat. J'espère que l'émission, vous avez apprécié l'émission. Encore merci Tom, encore merci Asia, Hugo, Adèle, encore merci. Je rappelle le livre Rien n'est plus précieux que la liberté, des textes de Georges Habash, cofondateur du FPLP. Je rappelle
premier matin de novembre, la maison d'édition, il y a plein de livres. C'est une petite maison d'édition indépendante, les gens. Donc, soutenez, achetez. C'est super intéressant. Et achetez pas que pour acheter. Achetez pour nourrir, voilà, pour les faire vivre, les textes et tout. On rappelle que bientôt, je le répète pour vous aider, il y a Cédec. Il y a la réédition du Huey Newton, la réédition du Atata Chakour, la réédition du Léopold Lambert autour du continuum colonial français et puis plein d'autres choses qui arrivent, quoi. Voilà. Ouais. Oh, merci, vous êtes gentils les gens, merci beaucoup, merci. Et ils sont adorables dans le chat. Hugo, on les forme aussi. Mais franchement, c'est incroyable, j'avais peur. Il y a beaucoup de gens formés aussi. Non, mais attends. Vraiment. Ça fait un moment qu'on parle de la Palestine avec. Et en plus, parfois, ils nous apprennent des choses et tout. C'est vraiment. Il y a eu un truc de politisation, même sur Twitch, c'est un espace de politisation de ouf. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ouais. Et les personnes ne seraient pas venues, Sam. Et j'oublie pas. Samidoun, il y a un site internet, c'est ça, hein, Adèle de Samidoun. Donc, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi. Beaucoup pour l'invitation. On se retrouve dans 2 minutes là. Allez, parfait. Parce que nous, on peut pas couper, donc je vais juste leur faire la transition et tout. Merci à tous et à très vite. Au revoir, à bientôt. On se retrouve dans 2 minutes. Les gens, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va descendre le temps que